Donc voilà, donc ce petit déjeuner intitulé Les nouvelles architectures du web. Pourquoi on vous propose ce petit déjeuner? Pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les octos, qui fait beaucoup de buzz en ce moment. Ça fait 2-3 ans qu'il se passe énormément de choses du côté du web, côté des frameworks JavaScript, des architectures, des applications web. Vous avez entendu parler d'AngularJS, de Backbone.js un petit peu avant. Donc c'est un sujet vraiment très intéressant, surtout en ce moment, et qui nous intéresse beaucoup. Je pense qu'on ne s'est pas trompé là-dessus quand on voit le nombre de personnes qui sont venues ce matin. Donc on voit que vous êtes très nombreux. En fait, on a refusé des gens parce que voilà, il n'y avait plus assez de place dans la salle. Et c'est quand même un petit déjeuner comme ça à 8h30. C'est quand même assez impressionnant de voir l'intérêt qu'il y a sur ce sujet en ce moment. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'était qu'on était en fait en train de réaliser un projet avec ING Direct, donc qui est le projet de la web app mobile des utilisateurs clients d'ING, qu'on va vous présenter juste après, et qui justement met en œuvre les principes qu'on présente dans cette présentation, dans ce petit déjeuner, à savoir notamment une architecture à base d'API, une application JavaScript MVC client-side, donc avec beaucoup de logique côté client. On détaillera justement après en quoi ça consiste et comment on les met en place. Et on verra aussi donc Olivier Lamant, qui nous a fait la joie d'être avec nous ce matin, qui a réussi à se libérer, donc qui est manager IT chez ING Direct et responsable de ce projet-là notamment. Vous expliquerez également, en fait, pourquoi ING Direct en est arrivé à mettre en place ces technologies, ces principes d'architecture. Quels sont les enjeux business pour cette entreprise, pour une banque en ligne, de mettre en place ces architectures. C'est loin d'être un caprice de technicien, de geek, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin. Et je vais laisser quelques minutes à Olivier et Jonathan justement pour se présenter. Bonjour, je me présente, Olivier Lamant, je travaille chez ING Direct, je suis responsable de l'architecture, du système d'information. Les couches front-end, ça peut paraître surprenant, mais c'est aussi dans le monde de l'architecture et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu notre retour d'expérience sur ce projet. Et bonjour, Jonathan Mess, je suis expert web chez Octo Technologies. Et donc avec François, on a travaillé sur cette mission pour réaliser la web app mobile d'ING Direct. Voilà, et donc moi, François Petiti, consultant chez Octo Technologies. Un préambule sur cette présentation, c'est une présentation qui s'adresse à la fois aux geeks et aux boss. Petit sondage d'ailleurs dans la salle, qui se définit plutôt comme geek? D'accord. Et qui se définit plutôt comme boss? Vous pouvez être les deux, évidemment, ça arrive aussi. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de monde des deux côtés. Et ça tombe bien, parce que cette présentation s'adresse aux deux populations, sachant que les messages ne sont pas exclusifs. Puisque, par exemple, moi, je prends l'exemple d'Olivier, tout simplement. Olivier est à la fois un geek et un boss. Il s'intéresse énormément aux deux aspects de l'informatique aujourd'hui. Et dans cette présentation, il y a des messages qui parleront particulièrement aux boss et d'autres qui parleront particulièrement aux geeks, mais qui intéresseront tout le monde. Voilà, et donc l'agenda de cette présentation. Tout d'abord, on va vous présenter justement ce projet qui a été réalisé par ING Direct. On va vous expliquer, donc Olivier va vous expliquer justement les enjeux du projet, les raisons de la mise en place de ce nouveau projet. Et ensuite, on rentrera dans le détail sur les nouvelles architectures du web, donc les principes d'architecture, tout ce qui tourne notamment autour des API. Ensuite, les nouveaux frameworks, tous les outils qui permettent de mettre en place tout ça côté navigateur, côté front-end. On verra l'industrialisation de ces développements, parce que développer sans industrialiser aujourd'hui, c'est plus acceptable. Vous êtes habitué à le faire déjà en Java, vous êtes habitué à le faire en .NET, et vous verrez que même sur du code JavaScript, côté client, maintenant, on sait le faire, et de manière très efficace. Ensuite, on fera un petit point sur le web mobile multiplateforme. C'était un des gros enjeux de ce projet aussi, et qui est assez lié en fait avec l'évolution du web, puisque aujourd'hui, en France notamment, on a plus de 20-25% en moyenne des parts de marché des accès aux sites qui se font via des terminaux mobiles, et c'est une tendance qui est à la hausse continue depuis plusieurs années. Je vous rappelle qu'un cabinet, il me semble que c'est Forrester, avait prédit il y a 2 ans qu'en 2015, dans le monde, les accès au web se feront plus par des terminaux mobiles que par des terminaux desktop, des ordinateurs classiques. Et c'est déjà le cas en plus dans de nombreux pays émergents, comme l'Inde notamment, où 70% quasiment des accès web se font via les terminaux mobiles. Voilà, donc c'est un sujet qui nous a paru très, très utile, très opportun d'aborder en cette fin de présentation. Et puis on verra
globalement, quelle est la démarche qui permet de réussir un projet avec ces technologies, avec ces nouveaux outils, c'est-à-dire ne pas oublier l'utilisateur final, le mettre au centre de la stratégie de développement. Et tout de suite, on va donc vous présenter le projet ING Direct. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez aujourd'hui, c'est l'application mobile. C'est une web app, aujourd'hui, qui n'est accessible que via un navigateur, mais qui peut-être sera accessible dans une coquille native, bientôt, très bientôt, pour ceux qui sont peut-être clients ING Direct. D'ailleurs, il y a des tests en cours, justement, pour avoir des retours utilisateurs. Olivier pourra peut-être vous en dire plus par la suite. Et puis, on va vous faire une petite démonstration de l'application. Ah oui, avant de commencer donc vraiment cette présentation, on prendra les questions à la fin de la présentation. Comme vous êtes en plus très nombreux, on n'aura pas le temps de faire des interruptions pendant la présentation. Donc pour aller plus vite, on va faire la présentation, puis les questions à la fin. Et encore après, si vous voulez discuter avec nous, on sera disponible autour du petit déjeuner. Donc cette application, voilà, il faut que je récupère la fenêtre. Donc pour faire la démonstration, là je suis dans un navigateur, c'est Chrome sur mon ordinateur. Ça pourrait être un navigateur sur n'importe quel smartphone, n'importe quelle tablette. Ça pourrait être sur une télé connectée aussi. Ça peut pas vraiment être encore sur une montre parce que les montres ont des écrans tellement petits que là ça rendra pas grand chose. Mais ça tourne sur tous les navigateurs web et même des navigateurs assez anciens qui ont déjà 3-4 ans. Sur par exemple, je pense à Android 2.1 qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Ça tourne très bien là-dessus. Donc c'est une application web. Là on a mis un petit émulateur pour justement avoir une ressemblance de terminal dans un navigateur de bureau. Et donc c'est disponible sur Internet pour tout le monde à l'adresse m.ingdirect.fr. Si vous allez dessus, vous avez un bouton en bas à gauche qui s'appelle Mode démo, qui permet en fait d'accéder à l'application comme si vous étiez un client, mais avec des données fictives. Et ça permet en fait de voir vraiment comment fonctionne l'application. Donc voilà, vous arrivez sur la page d'accueil. Donc très simplement, vous avez une synthèse des comptes avec des jauges qui vous permettent de voir l'état de vos comptes. Est-ce qu'ils sont bien remplis ou est-ce qu'ils sont moins remplis que les autres? Et donc si on navigue dedans, voilà, je clique sur compte courant, j'ai le détail de mon compte avec la liste des transactions. Et j'ai un menu en haut à droite, par exemple, qui me permet d'ajouter un compte externe pour faire un virement par la suite. Et j'ai également un menu à gauche qui me permet d'avoir des détails sur mon profil, de voir la liste des virements en cours, de faire des nouveaux virements, d'avoir des informations sur les produits ING et de parrainer des personnes chez ING Direct pour devenir des nouveaux clients. Donc fonctionnellement, ça fournit vraiment beaucoup de services pour les clients ING. C'est un outil de tous les jours indispensable. Par exemple, Jonathan, c'est un pur hasard, mais était client ING avant de commencer ce projet. Et c'est un de ses outils quotidiens pour en fait gérer ses comptes bancaires, tout simplement. Donc c'est une web app. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe derrière, en fait, quand on fait des appels, quand par exemple on consulte la liste des comptes, quand on récupère la liste des transactions, derrière, il y a des requêtes qui sont faites. On voit par exemple ici un transaction.json qui est en fait une API REST. C'est du JSON sur HTTP, tout simplement. C'est le standard actuel. On détaillera un peu après, mais pour faire des API aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps. Donc du JSON sur HTTP. On récupère la liste des transactions avec un appel à cette URL. Et c'est l'illustration, en fait, grandeur nature de la stratégie de web app qui appelle une API côté serveur. Donc j'enlève... ah oui, et donc ça c'est ça c'était la version qui est actuellement en production. Et également pour illustrer ce qu'on va voir ensuite dans la présentation sur la démarche projet. Voilà. En parallèle de la version de production m.ingdirect.fr, il y a une autre version qui s'appelle beta.ingdirect.fr qui, elle, nécessite un login mot de passe délivré par ING Direct pour s'y connecter. C'est réservé en fait aux clients et aux friends and family, donc c'est tous les proches des employés ING qui veulent participer à un programme de bêta testing. Ça permet justement d'avoir des retours d'utilisateurs sur la prochaine version de l'application. Si on compare avec la version précédente, par exemple, donc la version de production,
On a désormais un nouvel item qui est en fait les assurances vie. Donc maintenant l'application va gérer les assurances vie. Voilà, donc ça récupère... Ah, excusez-moi. Oui, ça c'est parce que je dois avoir les deux onglets ouverts en même temps. Donc ça m'a tué la session. Voilà, donc on en parlera un peu après d'ailleurs des problématiques de gestion de session, de sécurité. Là c'est juste que j'avais deux onglets avec la même application et qu'il y a eu une déconnexion automatique au bout de 3 minutes sans utilisation. Donc c'est tout à fait normal. C'est la gestion de la sécurité. Et donc voilà, si on revient à cette application, on a l'assurance vie avec le détail des investissements, avec des petits camemberts ici qui permettent de voir la répartition des investissements au sein de mon assurance vie. Et ça, c'est la version qui est actuellement en bêta testing auprès des clients et des proches collaborateurs d'ING Direct et qui est continuellement mise à jour, enrichie. Et on verra après pourquoi est-ce qu'on en parle là. C'est notamment par rapport à cette gestion du bêta testing justement et par rapport aux outils d'industrialisation qui permettent justement de délivrer en continu le plus tôt possible des nouvelles fonctionnalités, des modifications de l'interface de l'application. Donc je reviens à la présentation. Et maintenant, Olivier va vous présenter les 3 drivers qui ont conduit à la mise en place de ce projet pour ING Direct. L'expérience utilisateur. Donc c'est effectivement le premier driver. Pour ce projet, on avait 2 sponsors, hein, le patron du retail, donc qui est à forte connotation marketing, et le patron de l'informatique. Donc c'est eux deux qui portaient l'ensemble de ce projet. Ça va se voir dans l'ensemble de ces drivers. L'expérience utilisateur, tout simplement parce que ING Direct s'est lancé en mobilité en 2009 par une application native à iOS, avec des codifications de navigation, une expérience utilisateur qui était propre à l'application iOS. Pour autant, une autre expérience utilisateur au niveau de l'Internet. Voilà, donc on est rentré dans une grande démarche de convergence d'expérience utilisateur. Notre objectif étant de délivrer une expérience utilisateur consistante et commune entre les grands écrans et les petits écrans. Alors notez bien que j'ai pas dit responsive web design, j'ai bien dit une expérience utilisateur commune. Ça porte pas de techno, hein. On dit juste que quand je navigue sur le site internet sur les grands écrans, j'ai une codification, on me parle d'une certaine façon. Quand je navigue sur en mobilité, voilà, on me parle de la même façon, les codes sont les mêmes, je m'y retrouve, je suis pas du tout perdu. J'ai pas dit responsive web design. La deuxième chose, c'est sur cette expérience utilisateur, c'est qu'on adressait très très mal les personnes qui avaient des Android. Donc on adressait très bien l'application iOS. On adresse évidemment très bien en tant que banque en ligne sur l'aspect Internet. L'aspect Android 2009, on a fait une erreur en fait. On a porté stricto sensus notre application iOS sur Android. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que iOS c'est simple, hein, c'est même taille, même code, même densité d'écran, c'est relativement même operating system, c'est relativement bien cadré. Android, alors là c'est juste horrible, hein, c'est plein d'écrans, plein de tailles, plein de choses différentes, des surcouches utilisateurs, bon bref, un cauchemar, et des codifications de navigation qui sont pas du tout les mêmes que celles qu'on peut avoir sur iOS, qui fait qu'au bout du compte, on avait une expérience utilisateur qui n'était pas du tout consistante. Donc le premier driver, c'est vraiment de ramener tout ça. Pour ceux qui sont clients ING, si jamais vous avez eu l'occasion de naviguer sur le site internet classique, en début d'année dernière, on a déjà changé notre site internet. On a notre nouvelle marque, notre nouvelle façon de parler à nos clients qui s'est déployée. Et en fait, ce projet allait dans la continuité de cette première étape, puisqu'on délivrait cette expérience qui était consistante. La deuxième, c'est les coûts, évidemment. Je parlais d'iOS, je parlais d'Android. C'est un cauchemar de gérer une usine de fabrication pour iOS avec c'est des spécificités, c'est du code particulier, c'est une usine de fabrication qui est particulière, c'est des processus de livraison qui sont particuliers. Android, c'est la même chose. Vous rajoutez tout ça, Windows Mobile qui prend des parts de marché de plus en plus, donc il faut être présent. Donc voilà, c'est de la complexité, de la multiplication d'assets, et donc un TCO qui augmente, un coût global de fabrication qui augmente.
Et enfin, le dernier, alors ça c'est vraiment la casquette de l'architecte, c'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité de transformer, de continuer, d'impulser les chantiers de transformation du système d'information. On a tous connu la période du SOA. Le SOA se transforme, je dirais. Enfin, je fais des petits raccourcis un peu rapides, mais l'API s'étale. On en avait bien pris conscience. Il y a d'autres acteurs qui sont rentrés là-dedans. On n'est pas les premiers à y aller. Mais bon, il faut donner cette dynamique. C'est jamais très très simple de ramener ce type de changement dans un système d'information s'il n'est pas drivé, accompagné par des projets. Voilà, il y a une magnifique opportunité. On décide de revoir notre plateforme en mobilité. C'est l'opportunité de pouvoir déployer cette architecture API. Les 3 drivers sont donc le coût, l'expérience utilisateur et la rationalisation du système d'information. Merci Olivier. Et donc voilà, on va rentrer maintenant dans les détails de l'implémentation, à commencer par les principes d'architecture. On va faire un petit historique des architectures du web. Le web, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un navigateur qui est capable d'afficher du HTML, du CSS et d'exécuter du JavaScript, et qui appelle un serveur qui communique via le protocole HTTP et qui renvoie toutes ces informations. Au départ du web, et encore aujourd'hui, c'est un choix d'ailleurs qui est tout à fait pertinent pour certains types encore d'applications, de sites web plutôt justement, on verra après la différence. Mais voilà, au départ, on avait toute la logique, toute l'intelligence qui était côté serveur, et les navigateurs se contentaient d'afficher les pages web renvoyées par le serveur. À chaque fois qu'un utilisateur faisait une action, typiquement je clique sur un lien pour aller sur une page différente, un appel est fait au serveur et je récupère la nouvelle page. Ça marche très bien, ça marche toujours. Quand on regarde des sites web, par exemple Wikipédia, qui sont vraiment des sites de contenu, c'est une architecture qui est encore pertinente et qui est assez facile à maîtriser. Mais le problème, c'est qu'on a des allers-retours avec le serveur en permanence. Et quand on veut faire vraiment une application, c'est-à-dire interagir de manière continue avec le site web, mais vraiment on ne veut pas naviguer d'une page à l'autre, on veut faire des modifications dans une page. L'exemple typique, c'est les applications de gestion en entreprise. En général, on n'a pas une page puis une autre. En général, on a une seule page dans laquelle on fait des actions, on modifie une fiche utilisateur, on enregistre, on fait notre modification. Vous connaissez également Gmail. Tout le monde connaît Gmail et l'utilise maintenant. Tous les autres webmails ont copié cette architecture. Quand on est dans Gmail, on ne navigue pas d'une page à l'autre, on a une seule page et on ouvre un mail, on en ouvre un autre, on en édite un dans la même page. Donc faire des retours à chaque fois avec le serveur, c'est pas possible. En plus, il y a un effet de rafraîchissement de la page où à chaque fois on rafraîchit toute la page. Elle clignote parce qu'il y a un petit instant où c'est blanc, donc c'est vraiment pas possible pour l'utilisateur. Ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est l'apparition des architectures Ajax pour Asynchronous, JavaScript, XML. Le terme a été défini en 2006 exactement par un article de blog de Jesse James Garrett qui définissait justement cette nouvelle architecture où en fait on commence à mettre plus de logique dans le navigateur. Ça s'implémente avec du JavaScript et dans certains cas, par exemple, typiquement, je suis sur mon application web, je choisis quelque chose dans une liste déroulante et dynamiquement, je veux récupérer les éléments qui correspondent à cette liste déroulante pour les afficher dans un autre élément. Je ne vais pas appeler le serveur pour récupérer toute une nouvelle page web, mais en JavaScript, de manière intelligente, je vais appeler le serveur pour lui demander juste le contenu de la nouvelle partie, du nouveau composant de page web que je veux mettre à jour. On faisait encore des allers-retours assez souvent. Et le serveur web, lui, avait comme contrainte de comprendre ce qui était attendu par le client pour lui renvoyer justement ce bout de ça peut être du XML, ça peut être autre chose, ça peut être directement du HTML, mais ce petit bout d'écran à mettre à jour. L'exemple typique d'implémentation qui a été fait au cours de ces années-là, c'est le framework JSF, donc qui est le standard du monde Java, J2E, qui est justement le standard de framework web pour faire de l'Ajax. Et le gros défaut de ce type d'architecture, c'est qu'en fait, on a de la logique à la fois côté client et côté serveur, de la logique d'IHM, j'entends. Et donc, pour les développements, ça rajoute une complexité. Pour ceux qui ont fait du JSF, ils se rappellent sans doute du cycle de vie, qui est assez complexe à mettre en œuvre et qui nécessite en fait une forme de synchronisation entre le client et le serveur. Donc, on a cette problématique-là. Et puis en plus, on va voir par la suite qu'aujourd'hui on a des outils en fait qui permettent de mettre en place une nouvelle architecture
on est carrément allé beaucoup plus loin. On a dit finalement, pourquoi est-ce qu'on a encore de la logique d'écran IHM ici? Eh ben non, on va aller plus loin. On va carrément tout mettre dans le navigateur. Et donc la nouvelle architecture qu'on a mise en place sur ce projet-là, qui apparaît depuis 2-3 ans, c'est l'architecture qu'on appelle, on va appeler dans cette présentation MV étoile côté client. MV étoile parce que c'est des implémentations plus ou moins proches du pattern MVC, qui est en fait un pattern d'architecture technique logicielle qui permet de gérer la navigation entre différentes pages notamment. Et donc, tout ça, on va le faire maintenant dans le navigateur. Alors, ça va être à grands coups de JavaScript. On verra après pourquoi c'est possible maintenant. En fait, avant, c'était déjà possible, point de vue conceptuel, mais de point de vue technique, c'était extrêmement complexe à mettre en œuvre et les navigateurs ne suivaient pas, n'étaient pas assez puissants. On verra maintenant que c'est faisable. Et donc, on fait tout ça côté client avec du JavaScript et on va appeler une API côté serveur qui ne va faire que du métier, qui ne va pas s'occuper de l'affichage. Et donc, c'est cette API-là qu'on pourra ensuite mutualiser, qu'on pourra éventuellement ouvrir sous la forme d'OpenAPI, qu'on pourra consommer avec d'autres types de terminaux, d'autres types de clients que des navigateurs web. Et pour la petite histoire, merci. Pour la petite histoire, en fait, cette architecture-là, c'est ni plus ni moins que l'architecture client-serveur qui existait même avant le web, qu'on a représenté ici, sauf qu'on la faisait avec des clients lourds. Donc on la faisait par exemple avec des applications Eclipse RCP ou Java, enfin ou Swing pour le monde Java, qui communiquaient avec le serveur en appelant des API qui existaient déjà. Ça pouvait être des API qui passaient par du RMI, protocole assez spécifique Java, ça pouvait être du Corba pour ceux qui faisaient du C, ça pouvait être également du HTTP, on pouvait déjà faire du HTTP. Donc c'est l'architecture en soi, la logique est très connue. Et on en faisait avec du client-serveur, avec des technologies client lourd RDA, on en faisait aussi avec du RIA, donc Flash, Flex fonctionne aussi avec ce système, et également avec les applications natives pour smartphone et tablette. Quand vous faites une application iOS, quand vous faites une application Android native, vous êtes obligé, côté serveur, de faire une API qui communiquera en HTTP. Tout ça pour dire qu'en fait, l'évolution du web, en fait, c'est que le web, aujourd'hui, a rattrapé, je coupe à grosse maille, hein, mais les technologies du web, aujourd'hui, côté client, côté navigateur, ont rattrapé le besoin de puissance pour pouvoir mettre en place ces architectures qu'on connaissait déjà, pour d'autres technologies. Donc maintenant qu'on a vu qu'on peut enlever en fait du serveur toute la logique d'IHM, on peut mettre en place une stratégie d'API au niveau du système d'information. Donc là par exemple, voilà, c'est la stratégie qui est en cours de mise en œuvre, qu'on a commencé avec ce projet-là chez ING Direct par exemple, qui est justement d'avoir considéré qu'on a plusieurs canaux de distribution. On a par exemple les smartphones sur lesquels on peut avoir une application native et une web app spécialisée pour les smartphones, donc ce qui est le cas de cette web app ING Direct. On a une application web qui est plutôt conçue pour les ordinateurs de bureau, les desktops, qui a une présentation différente, qui est un peu plus riche parce qu'on a des écrans plus larges, des terminaux encore plus puissants. On a aussi, donc voilà, on a les smartphones, les tablettes, on peut faire des choses un peu différentes, adapter un petit peu l'affichage. Tout ça, ça va appeler des API. Donc là, on est dans notre SI. On va avoir par exemple une API plutôt dédiée au desktop parce qu'on a des fonctionnalités particulières. On a une API qui est mutualisée entre les smartphones et les tablettes parce qu'on a les mêmes fonctionnalités. Tout ça, ça communique derrière avec le SI. Au sein du SI, on peut aussi mettre en place une démarche à base d'API. Donc après, c'est vraiment de l'urbanisation et ça permet de rationaliser les communications interapplicatives et également de mutualiser au maximum pour ne pas réécrire plusieurs fois de la logique métier. Et puis, dans le futur, on peut faire ouvrir une API à l'extérieur, par exemple. Donc c'est le concept d'OpenAPI qu'on ne va pas détailler dans ce projet, dans ce petit déj. Il y a eu un autre petit déj sur le sujet il y a quelques mois, peut-être que vous y étiez d'ailleurs. Donc voilà, ouvrir l'API à l'extérieur et puis tous les nouveaux usages qui émergent. On a les montres connectées qui arrivent, on verra un petit peu à la fin pour justement voir un peu plus large encore que le web. On a les ampoules connectées, voilà. Donc c'est tous les nouveaux usages qui peuvent se greffer sur les API que vous mettrez en place. Donc on voit bien l'aspect rationalisation, mutualisation du SI. Et la sécurité dans tout ça. Parce que vous me dites, oui, on ouvre une API sur le web, d'accord, on ouvre notre SI, on offre à nos clients des appels où on dit, voilà, get transaction, je récupère la liste des transactions. Les virements, ça va être un post virement avec des paramètres. Si je suis un hacker, il suffit que j'appelle cette URL avec les paramètres que je veux et je fais un virement du compte de mon pire ennemi sur le mien. Mais donc, en fait, le message qu'on veut vous faire passer ici, c'est détendons-nous, tout va bien.
C'est des problématiques qui sont connues depuis déjà pas mal d'années, qu'on sait résoudre de manière efficace. Il ne faut pas les prendre à la légère, c'est surtout pas ce qu'on dit, surtout quand on est dans un milieu bancaire, et puis même aujourd'hui sur le web, quels que soient les sites web, c'est important de sécuriser. Donc c'est des problématiques vraiment à prendre en compte dès le début du projet, à réfléchir, voir comment on peut mettre en place en fonction de l'existant. Mais c'est des problématiques totalement connues et maîtrisées. Donc si vous connaissez par exemple le WASP, qui est l'association qui essaye un peu de standardiser les patterns de sécurité et surtout de mettre en garde sur les erreurs à ne pas faire, le WASP documente très bien, OWASP, documente très bien les techniques de sécurisation d'une API. Et donc, même Barak vous dit, détendons-nous. Et enfin, sur cet aspect API, quelque chose qu'on a constaté sur le projet, qui a été mis en place dès le début et qui est en fait un pattern qu'on va retrouver sur chaque projet utilisant des architectures APIfiées, c'est que finalement, pour faire un nouveau site web, par exemple, là, si on démarre from scratch et on veut faire un nouveau site web avec ses API pour ensuite mutualiser cette API avec d'autres usages, on va avoir finalement deux projets, deux équipes, avec chacune leur cycle de vie, avec leurs responsabilités, avec leurs développeurs qui pourront être différents parce que c'est pas les mêmes technologies derrière. Et nous, par exemple, ce qu'on a eu sur NG Direct, c'est que, alors, il y a une équipe API qui a été mise en œuvre pour commencer. Donc c'est l'API qui a commencé, et ensuite la web app, les développements de la web app ont commencé plusieurs mois après, une fois que l'API était déjà bien avancée. Ce qui était très appréciable pour l'équipe web app, moi j'en faisais partie notamment, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté et qui nous a fait gagner énormément de temps, c'est que quand on a commencé les développements des IHM, finalement l'API était déjà prête, et donc on a été extrêmement rapide sur le développement des appels du client vers l'API. Donc c'est une opportunité d'avoir des équipes avec des cycles de vie différents pour aller plus vite, par exemple, sur l'API, la mettre en production pour d'autres usages sans que la web app soit encore terminée, par exemple. Mais c'est aussi un enjeu à ne pas négliger, qui est de faire communiquer ces équipes entre elles. Donc voilà, il faut que ces équipes soient proches. Il ne faut surtout pas, par contre, gérer ça avec deux projets complètement différents aux quatre coins du monde, avec aucune communication. C'est vraiment, nous, on travaillait, on était les uns à côté des autres, hein, grosso modo, à quelques dizaines de mètres. Et voilà, c'est un travail d'équipe global quand même. C'est pas complètement séparé. Et maintenant qu'on a vu la nouvelle architecture du web, on va rentrer dans l'implémentation côté navigateur, côté JavaScript, et Jonathan va vous présenter les nouveaux frameworks du web. Donc on parle aujourd'hui de nouveaux frameworks. En fait, nouveau, c'est tout simplement ce qui arrive depuis à peu près 3 ans. Ils arrivent depuis 3 ans parce que avant, les navigateurs, aussi bien les navigateurs sur smartphone que les navigateurs sur desktop, n'avaient pas la puissance nécessaire pour justement faire tourner tous ces frameworks côté client. Donc aujourd'hui, ces frameworks, c'est en JavaScript parce que c'est supporté par tous les navigateurs, et parce que également les moteurs JavaScript sont de plus en plus puissants. Ils sont tellement puissants qu'aujourd'hui, on peut même voir arriver des jeux entiers, des jeux en 3D, sur les smartphones, entièrement faits en JavaScript. Et donc, ces moteurs fonctionnent tout aussi bien sur smartphone. Ce qui fait que du coup, on arrive maintenant même à déporter complètement l'application. Avant, avec les architectures que nous a montré François, les vues étaient générées côté back-end et envoyées sur les téléphones ou sur les ordinateurs. Aujourd'hui, ces applications peuvent directement être générées côté client. Et donc tout ça, c'est vraiment possible grâce à ces frameworks MV Étoile et à la puissance des nouveaux smartphones et des nouveaux moteurs JavaScript. On va faire un petit focus sur l'architecture MV Étoile. Donc MV Étoile, c'est évidemment parce que ça ressemble fortement à du MVC. On trouve d'ailleurs notre partie modèle, vue, contrôleur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le diagramme d'architecture d'une application AngularJS. Donc ça, c'est le logo d'AngularJS, on reviendra dessus tout à l'heure. Et donc ça s'apparente vraiment à du MVC, sauf que quasiment tout ça se passe sur la partie client. Tout ce qui est contrôleur, vue, modèle, de façon à vraiment générer et pouvoir naviguer dans notre application depuis le client. Du coup, ces frameworks, il faut voir quand même un intérêt au fait de déporter sur le client. C'est principalement pour l'expérience utilisateur. On va revenir beaucoup dessus au cours de cette présentation. On a vraiment mis au cœur de cette application l'expérience utilisateur. En déportant toute l'architecture sur le client, ça nous permet d'avoir une navigation qui est beaucoup plus fluide.
On n'a plus besoin de rechercher les données, d'aller télécharger les pages depuis le serveur, qui sont générées sur le serveur pour les ramener sur le client. Là, c'est vraiment le client qui va générer les pages. Et donc, on aura vraiment cette sensation de fluidité, comme si on était vraiment sur une application native. Ça permet également d'optimiser les webperfs. Les webperfs, c'est un sujet qui est vraiment très important dès l'instant qu'on fait du développement mobile. Ici, avec cette architecture, on télécharge quasiment toute l'application au chargement de cette appli, comme ça on va pouvoir générer les vues. Et après, uniquement des appels HTTP, REST, JSON seront faits au serveur pour ne télécharger que les données qui vont permettre de rendre ces vues. On a donc vraiment un nombre de requêtes qui est réduit de façon à mettre en avant tout ce qui est webperf pour encore améliorer l'expérience utilisateur. Donc ces frameworks qui arrivent depuis maintenant un peu plus de 3 ans, on en retrouve vraiment à l'appel. Là, on a les 5 principaux, ceux qui buzzent le plus. On voit souvent une comparaison entre Backbone, Angular et Ember. Backbone qu'on considère plutôt comme librairie, contrairement à Angular et Ember qui sont les frameworks. On voit un petit nouveau arriver il y a quelques mois, React par Facebook, ou encore Knockout qui lui est dans la place depuis un peu plus longtemps. Donc on va pouvoir faire un comparatif un petit peu de ces frameworks parce qu'en arrivant sur ce projet, tout n'était pas forcément joué. Il y avait forcément un choix à faire sur les frameworks. Il a donc fallu choisir. Le choix s'étant un petit peu restreint entre Angular et Backbone, Ember étant un peu sorti du périmètre. On a donc fait un comparatif entre ces deux-là. Et c'est donc là justement tout l'enjeu de la première partie de notre mission, ça a été de choisir notre framework. Ici, on a un diagramme de Google Trends. Google Trends, c'est une application faite par Google qui permet de voir la popularité de certains mots-clés. Donc là, on a fait une comparaison entre AngularJS, Ember.js, Backbone.js. Et on voit très nettement, en bas, Backbone et Ember.js qui ont quasiment pas d'évolution, voire même ils réduisent vers la fin, contrairement à Angular qui a une progression linéaire. On ressent donc clairement un net intérêt de la part des utilisateurs qui font des recherches sur Google pour ce framework. L'intérêt, ça amène justement l'avantage, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, potentiellement beaucoup de personnes, de ressources disponibles pour justement vous aider à développer cette application et qui auront les compétences pour la faire évoluer et également vous faciliter à recruter ces personnes. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, c'est encore un peu difficile, mais on voit clairement que sur Angular, il y a potentiellement plus de facilité. Ce choix qu'on a fait pour le framework qu'on a choisi à la fin, on va en reparler un peu après, ça a également été porté par les statistiques qu'on retrouve sur GitHub. GitHub, c'est une plateforme open source d'hébergement de code source où on retrouve principalement tous les frameworks, beaucoup de librairies. Et donc on voit dans le top 5, clairement, que Angular se détache. Il se détache de par ses forks. Les forks, c'est le fait de dupliquer un code source pour pouvoir y apporter des modifications. Il se détache également par ses auteurs. Il y a jusqu'à 2 fois plus d'auteurs comparé à Backbone ou Ember. Ce qui montre vraiment un intérêt naissant de par les personnes qui contribuent justement à ce framework. Également un nombre de stars, donc ces personnes qui mettent en favori un nombre de stars important. On voit vraiment un gros intérêt pour ce framework. Il faut savoir que du coup, ça, on peut être représenté par la communauté qui sont autour de ces frameworks. La communauté étant un enjeu majeur sur le choix de ces frameworks. C'est vraiment la communauté qui porte ces frameworks. Plus la communauté est importante, plus on pourra s'assurer qu'il y aura des développements, une évolution, vraiment un produit abouti. Et donc c'est également par ces métriques que ça peut nous aider à faire le choix justement du framework. On va revenir un petit peu sur les frameworks MV étoiles. À la comparaison de tout ce qui est les architectures back-end, donc on a l'habitude de voir type Spring MVC, on retrouve différentes briques, toutes les briques qui sont quasiment les mêmes qu'on retrouve sur du back-end. Ces briques-là, on va essayer de les comparer au framework front-end pour voir justement quelles sont
quelle est la couverture de ces briques, et aller jusqu'à choisir justement le framework qui va potentiellement couvrir le plus de briques. Notre intérêt, c'est justement d'avoir un framework en espérant qu'il puisse quasiment tout faire. C'est donc avec la couverture de ces briques qu'on va choisir. On a donc fait un comparatif. Comme je vous l'ai dit, on a fait un comparatif entre Angular et Backbone. C'était les deux qui étaient précités justement pour notre application. Et on voit très nettement qu'Angular adresse beaucoup plus de points que Backbone. Avec entre autres templating, on n'a pas besoin de rajouter une brique en plus comparé à Backbone. On a une architecture qui est vraiment orientée test grâce à injection de dépendance. Angular a vraiment été pensé dès le début pour le test. Octo, vous savez qu'on est vraiment très porté sur le test. Ce framework-là nous a vraiment justement aidé à écrire des tests et vraiment tester l'application. Et on retrouve également la brique qui a fait vraiment pencher la balance, c'est ce qu'on appelle le two-way data binding. Pourquoi cette brique-là? Parce que dans une application bancaire, c'est principalement du CRUD. Du CRUD, ça va être des allers-retours entre la vue et le modèle, de façon à mettre à jour les données pour l'utilisateur. Le two-way data binding, justement, permet de mettre à jour automatiquement les vues dès qu'il y a modification de données. Donc dès qu'on rappelle les données depuis le serveur, la vue est automatiquement mise à jour. Il faut faire la comparaison, donc là c'est plutôt pour les geeks, il faut faire la comparaison à quand on faisait du développement jQuery, où on allait chercher chacun des petits éléments dans la page qu'on va chercher à mettre à jour. Aujourd'hui, on affiche juste une variable, et cette variable est automatiquement mise à jour dans la vue grâce au two-way data binding. Ça a vraiment été un plus pour notre application qui est principalement du CRUD. Vous l'avez donc deviné, nous avons choisi AngularJS pour faire cette application. AngularJS, de son créateur Mieszko Everi, comme il le décrit si bien, HTML is what HTML should have been, had it been designed for building web applications. C'est-à-dire que HTML, quand il a été créé, a été pensé pour faire des sites web, vraiment pour afficher du contenu et pas pour créer des applications. Aujourd'hui, on a vraiment un besoin de créer des applications. Et donc AngularJS a été créé pour rendre l'HTML de façon à pouvoir justement créer des applications. Si HTML avait été créé pour faire des applications, il ressemblerait à AngularJS, selon Mieszko Everi. Il faut voir également qu'AngularJS est porté par Google. Pour certains, Google, ça peut être justement un gage de qualité, ça dépend de leurs produits, mais un gage de qualité sur la qualité du code, sur l'évolution, sur leur capacité à porter une communauté. Vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est que Angular est en train d'écraser plus ou moins les autres frameworks, mais c'est surtout vraiment grâce à sa communauté. Parce que Google a vraiment un service de communication qui fait qu'il buzz et donc arrive à attirer de nombreux profils pour justement promouvoir ce framework. Et enfin, donc on parle beaucoup de JavaScript. JavaScript, pour toujours faire la corrélation avec le back-end, JavaScript, on a souvent une perception d'un langage qui est sale. Il faut savoir que JavaScript, maintenant, de la même façon que le back-end, est très bien industrialisé. C'est justement ce qu'a nous démontré François. Merci Jonathan. Donc vous avez choisi votre framework, vous avez choisi l'architecture globale de votre application web. Maintenant, vous commencez les développements. Pour ceux qui font du développement depuis 10-15 ans, je pense par exemple au monde Java ou .NET, moi j'ai commencé sur du Java, donc on commençait les développements, on faisait du code à la main, sans test, sans intégration continue, ça c'était il y a 10-15 ans. Et puis il y a un peu moins d'une dizaine d'années, le développement Java et puis .NET et les autres frameworks aussi, les autres plateformes aussi, se sont industrialisés. Concrètement, on a mis en place des outils de build automatisés. Maven en est le parfait exemple, c'est le standard de fait aujourd'hui, côté Java en tout cas. On a automatisé les tests, on a automatisé le packaging des applications, on a automatisé la mesure de la qualité du code, et on a aujourd'hui des plateformes Java totalement standards qu'on retrouve chez tous nos clients à base de Maven, Jenkins, Nexus, voilà, donc c'est des mots que vous entendez sans doute assez souvent. C'est un écosystème tout à fait mature et productif pour développer et maintenir des applications. Il ne faut pas penser que au développement initial de l'application, il faut penser beaucoup aussi à la maintenance, à l'évolution de l'application.
Eh bien, ce qu'on va vous montrer ici, c'est qu'en JavaScript, en l'espace de 2 ans, on peut dire, JavaScript a totalement rattrapé son retard sur le monde Java, par exemple. On retrouve aujourd'hui dans le monde JavaScript un écosystème industrialisé sur tous les aspects. Je vous ai parlé donc Jonathan vient de vous parler des architectures applicatives. Donc on a vu les frameworks, on a vu qu'il y a pas mal de frameworks qui sont aujourd'hui matures, qui sont aujourd'hui en production. AngularJS, Backbone.js, d'autres encore. On a tous les outils de développement, on a des éditeurs, des outils pour simuler, des outils pour débugger, ça c'est important. On a maintenant par exemple Chrome et Firefox qui ont des outils de debugging web assez puissants. On a des outils pour mesurer la qualité du code, donc on verra après ce qu'on a utilisé nous sur ce projet en l'occurrence. On a des outils pour faire des tests et les automatiser, que ce soit des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests d'IHM et des tests de performance également. Et par exemple les WebPerf qui sont spécifiés du monde web. On a aussi des outils pour simuler des utilisations d'un site web à distance, à l'autre bout du monde. On a des outils pour, ça c'est la synthèse, voilà, c'est pour avoir des dashboards qui récapitulent tout ça. On a des outils pour gérer les dépendances, ça c'est quelque chose de très nouveau dans le monde JavaScript. Avant, quand on faisait du JavaScript, on récupérait une librairie sur le web, j'allais sur le site de jQuery, je récupérais un fichier JS jQuery 1.12.13.14-2 et je le copiais dans mon site. Et quand je voulais le mettre à jour, j'étais obligé de retourner sur le site, en récupérer un nouveau. Et puis des fois, je les appelais juste jQuery.js, donc je ne savais plus quelle version j'avais. J'ai zippé, je les minifié. Donc voilà, on s'y retrouvait pas, c'était un calvaire. Alors qu'en Java, on avait Maven qui me permettait de dire « ramène-moi Spring 3.0, point barre ». Et bien maintenant, dans le monde JavaScript, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On verra après comment ça fonctionne. On a des outils pour packager une application web. Et alors là, c'est plus compliqué que pour une application serveur, puisqu'on a à la fois parfois un petit peu de pré-processing, de compilation de code, mais on a surtout des outils pour optimiser les ressources du web. Donc les ressources du web, le HTML, le CSS, le JavaScript, les images, les SVG, tout ce qui est envoyé au serveur, au client, en fait, on a plein d'outils pour les optimiser. Minifier, concaténer, ça c'est pour optimiser la taille des ressources envoyées. Obfusquer, c'est pour rendre le code le plus lisible possible, pour se prémunir un petit peu, même si ça sécurise pas tout, loin de là, mais voilà, ça permet un petit peu de masquer le fonctionnement de l'application. On a de la génération de sprites qui permet d'optimiser les ressources images, les icônes. Et on a des outils notamment pour gérer le versionning et le cache des ressources, ça c'est important aussi, parce que pour les WebPerf, on doit optimiser le cache côté navigateur, notamment en utilisant les requêtes, les headers des entêtes des requêtes HTTP. Et pour pouvoir faire ça de manière propre, on a besoin de versionner les ressources du projet également. C'est aussi le cas quand on veut faire des applications offline avec HTML5. Si vous utilisez un cache manifeste, donc il y a l'outil qui permet de stocker définitivement des informations dans le navigateur, par exemple pour faire des applications qui fonctionnent offline, voire même qui ne se connectent jamais, vous avez besoin de versionner vos ressources, sinon après vous ne saurez pas les mettre à jour. Donc on a le versionning, voilà le packaging. Excusez-moi, on avait encore une autre colonne derrière moi. Donc on a des outils pour monitorer ça en production, monitorer les performances de l'application en production, les webperf, et pour monitorer les bugs, récupérer automatiquement les bugs qui peuvent arriver sur le navigateur de l'utilisateur, et pouvoir ensuite les traiter, les approfondir, les corriger. Et puis on a des outils pour faire marcher tout ça, donc des serveurs. Bon, ça c'est vraiment la couche qui était la couche qui a toujours existé finalement, c'est la couche serveur pour faire tourner une application en production. Voilà, donc on a tous ces outils. Là, on fait un petit zoom sur les librairies qu'on a utilisées sur le projet pour ING Direct. Donc par exemple, sur la qualité du code, on a utilisé une librairie qui s'appelle JSInt, qui est un peu l'équivalent de CheckStyle et FindBugs dans le monde Java, donc qui permet de vérifier la syntaxe du code et d'éviter certaines erreurs de JavaScript assez connues, des erreurs des fois de la syntaxe qui est un peu ambiguë. On a des outils pour les tests. On a utilisé Jasmine, qui est un outil un peu équivalent à JUnit pour écrire les tests. On a Protractor Selenium, qui sont des outils pour faire des tests d'IHM. Alors ça, on les a mis parce qu'on a commencé à essayer de les utiliser. On n'a pas eu le temps de les mettre en place. C'est quelque chose de très récent avec AngularJS qui inclut maintenant par défaut Protractor pour faire des tests d'IHM. On n'a pas un retour satisfaisant là-dessus pour le moment, mais c'est quelque chose vraiment qui évolue très vite, donc il faut tester régulièrement. Et Chrome DevTools pour tester les perfs de l'application. Donc il y a des outils, c'est pas automatisé, c'est le développeur qui va à la main et qui exécute, mais voilà, vous pouvez voir comment se comporte votre application.
On a des outils, enfin, Grunt, sur lequel on va revenir, qui est la clé de voûte en fait de l'automatisation de tout ça, qui est on va dire le Maven du web, le Ant, pour ceux qui connaissaient Ant avant. Voilà, c'est le Makefile, si vous voulez. C'est vraiment la clé de voûte de toute l'industrialisation de cet écosystème. Compilateur SAS, ça c'était juste pour les CSS, pour faciliter la maintenance des CSS. Et puis on avait plein de plugins donc, qui tournaient autour de Grunt pour justement, notamment le packaging. Donc voilà, des plugins pour optimiser les ressources, les versionner, etc. Et voilà, un zoom sur 3 outils et surtout Grunt qui est au milieu, qui constituent en fait, si on prend l'ensemble, le Maven du web. Yo, c'est son petit nom, son nom complet c'est Yeoman, Grunt et Bower. Grunt, c'est l'automatisation, c'est vraiment ce qui est l'équivalent de Ant, du cœur de Maven, qui est en fait la possibilité de mettre plein de plugins et d'automatiser des traitements avec des profils, avec des configurations différentes selon les environnements. Tout ça, ça tourne sur Node.js, ça tourne sur la plateforme Node.js. On verra juste après que ça a pu être un peu compliqué à mettre en œuvre au début, surtout dans le milieu bancaire, parce que c'était une nouvelle stack technique à mettre en place en plus de la stack Java. Tout ça tourne autour de Node.js, mais le développeur n'a pas du tout besoin de s'y connaître en Node.js pour faire tourner ça. C'est vraiment comme pour faire du Maven, on n'a pas besoin de connaître la JVM. C'est tout fait par configuration. Donc Grunt qui permet d'automatiser, Yo qui est un petit outil qui permet de démarrer votre projet, donc il va vous créer un squelette d'application avec justement toute la configuration pour Grunt qui va bien. Yo est fonctionnant avec des plugins par type d'application. Par exemple, il y a un plugin pour créer une application AngularJS optimisée pour les mobiles. Vous dites Yo create AngularJS mobile application et il vous crée tout le squelette de l'application avec une première page, une première vue, un premier contrôleur, tout ce qui va bien pour commencer le développement. Un deuxième point avec Yo, c'est qu'il vous permet de faire du scaffolding. Si vous voulez accélérer un peu vos développements, vous pouvez avoir des petites lignes de commande pour dire rajoute-moi une nouvelle page. Il va vous créer tout le squelette de la nouvelle page. Donc ça permet d'accélérer un petit peu si vous respectez bien les standards, les conventions de code. Et enfin Bower. Donc Bower, c'est tout ce qui apporte la gestion de dépendance. Donc Maven, un gros apport de Maven, en plus de l'automatisation, c'était la gestion de dépendance. Eh bien, Bower vous l'apporte de la même manière. Vous avez dans votre application un petit fichier JSON dans lequel vous configurez la liste des dépendances que vous voulez et leur version. Vous dites par exemple, je veux AngularJS en version 1 minimum et prends-moi la dernière version possible. Je veux jQuery en version 1 précisément, je ne veux pas monter de version parce que j'ai moins confiance. Voilà, vous avez vraiment toute la richesse de configuration que vous connaissiez dans Maven. Et Bower va chercher ces librairies-là sur un repository. Là, c'est du NPM, Node Package Manager, qui est le standard en fait aujourd'hui dans le monde Node.js pour justement faire des repositories, donc des dépôts de librairies, et qui permet de récupérer les librairies avec les versions qui vont bien. On va passer au slide suivant justement pour voir comment ça a été mis en œuvre au sein du système d'information d'ING Direct. Donc là, on est vraiment dans une DSI bancaire ultra sécurisée. C'est vraiment pas une start-up. Enfin, pas sur l'aspect technique. Sur l'aspect sécurité et sur l'aspect industrialisation des développements, c'est pas une start-up qui démarre avec 2 développeurs dans un garage. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place de manière très normalisée et industrielle. Quand on est arrivé, en fait, il y avait toute une stack d'outils, tout un ensemble d'outils d'industrialisation qui était là, qui était Jenkins pour l'automatisation, l'intégration continue, qui exécutait du Maven. On avait un gestionnaire de sources donc, qui était Git. On avait Jenkins qui exécutait les builds Maven des applications Java et qui déployait les applications ensuite sur un référentiel de binaire interne, donc un Nexus, qui est aussi un des outils standards dans le monde de Maven. Et tout ça, en fait, ensuite, ça partait en production avec des petits outils de production qui récupéraient les binaires et les déployaient sur les serveurs de prod. Nous, ce qu'on a dû rajouter finalement, c'est pas grand-chose. C'est NPM, Node.js, qui tourne sur la machine où se trouvait le Jenkins. Donc, on a installé Node.js, ce qui a permis de créer des builds dans Jenkins qui exécutaient du Grunt, l'outil qu'on a vu précédemment, et d'ouvrir une route à l'extérieur pour récupérer les librairies depuis le repository central sur le web qui s'appelle npm registry, qui est en fait le référentiel de librairie Node.js. C'est l'équivalent, par exemple, des repositories centrales de Maven,
qui se trouvent également sur le web, sur lesquels vous trouvez toutes les librairies open source, Hibernate, Spring, etc. Donc voilà, il y avait une route à ouvrir. On récupère les librairies, et comme quand même on veut sécuriser au maximum cette récupération de librairies, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désactivé dans notre application la gestion de Bower. Une fois qu'on avait l'application qui tournait, le squelette qui était en place, on a désactivé Bower pour être sûr qu'il n'y ait pas à un moment une mise à jour de librairies qui viennent d'ici sans qu'on les contrôle. Donc voilà, c'est par rapport aux outils qu'on a vus précédemment, on n'a pas tout utilisé, finalement on n'a pas utilisé Bower parce qu'on a, une fois que l'application était en place, on a géré manuellement la mise à jour des dépendances. Ça c'était important dans le milieu, surtout voilà, pour garantir à chaque fois qu'on validait les nouvelles versions. Parce que ça c'est sur le web, c'est mature, c'est industriel, mais quand même c'est tout récent, donc on ne veut pas encore automatiser la récupération de ressources qui viendraient d'un serveur qu'on ne fait pas encore totalement confiance. Donc on va passer à l'écran suivant, merci. Et donc un petit point sur les webperf. Toutes les librairies qu'on vient de mettre en place, ça fait beaucoup de JavaScript, notamment côté serveur, ça fait des frameworks à envoyer qui peuvent être assez gros, hein. AngularJS, ça fait 150 kilooctets si c'est pas compressé, optimisé. Donc tout ça, ça peut avoir un impact sur les performances. Or les performances, c'est une des clés pour avoir une bonne expérience utilisateur, et comme Olivier vous l'a dit tout à l'heure, l'expérience utilisateur était l'objectif, un des 3 drivers de ce projet. On voit ici une étude qui a été faite en 2012 auprès d'un grand nombre d'utilisateurs, qui est représentative de ce qu'on retrouve en général, qui dit que 64% des utilisateurs de smartphones, ils s'attendent à ce qu'un site sur leur smartphone se charge en moins de 4 secondes, et 82% en moins de 5 secondes. Ils sont un petit peu plus tolérants que sur des navigateurs desktop. Sur des navigateurs sur un bureau, les utilisateurs s'attendent en général à ce que ça se charge en moins de 2 secondes environ. C'est la métrique aussi qu'utilise Google quand ils font leur ranking pour voir si un site est rapide ou pas, et ils poussent plutôt, ils mettent plutôt en avant ceux qui sont rapides. Là, sur le smartphone, comme on est en condition de mobilité, on est dans des réseaux qui sont en général moins stables que de la DSL filaire, on s'attend à 4 secondes. Mais 4 secondes, ça passe très vite. Surtout quand vous êtes en 3G, que vous n'êtes pas sur un réseau Wi-Fi à la maison. Donc 4 secondes, ça passe très vite, et pourtant c'est une des clés de la réussite de votre application auprès de vos utilisateurs. Donc on a vraiment mis à cœur sur ce projet-là d'optimiser au maximum les webperf. Et pour vous montrer voilà, le résultat sur un des aspects webperf, ça c'est vraiment l'aspect à optimiser au maximum et qui est complètement industrialisé aujourd'hui, c'est l'optimisation des allers-retours entre le client et le serveur. Ça c'est ce schéma-là, c'est ce qu'on obtient avec un site qui s'appelle webpagetest.org, qui est un site gratuit d'ailleurs, qui permet de simuler depuis des ordinateurs qui sont aux 4 coins du monde l'accès à votre application, et qui génère ensuite une cascade qui voilà, vous montre tous les allers-retours qui sont faits entre le client et le serveur. Évidemment, l'objectif, c'est de réduire au maximum le temps entre le début, l'initialisation, donc là, c'est-à-dire que l'utilisateur a rentré l'URL, et cette colonne violette qui symbolise en fait le load time, qui est en fait le moment où l'utilisateur, il a là, à partir de là, il a une page web visible avec laquelle il peut interagir. Après, il se passe d'autres choses, mais là, c'est asynchrone, c'est typiquement tout ce qui est les analytics qui s'exécutent derrière, qui ne sont pas indispensables pour l'utilisation de l'application, donc on les exécute un petit peu plus tard. L'objectif, c'était d'optimiser au maximum cette partie-là en réduisant le nombre de requêtes, parce que la clé pour avoir des bonnes performances sur le réseau, surtout en 3G, dans des réseaux peu fiables, c'est la réduction du nombre de requêtes. Il vaut mieux avoir peu de requêtes assez grosses que beaucoup de petites requêtes. Donc vous voyez, vraiment, c'est ce qu'on a fait là. On a 1, 2, 3, 4, 5 requêtes seulement. Et encore, celle-là, c'était le loader qui est spécifique à le premier accès à l'application. Donc on a vraiment très peu de requêtes, et ça a été fait grâce au plugin qu'on a vu tout à l'heure sur l'outil Grunt. Donc Grunt qui nous a permis de concaténer, c'est-à-dire regrouper le maximum de fichiers entre eux, d'optimiser tout ça pour que l'utilisateur il ait le site web le plus rapidement possible. Il y a d'autres aspects à la webperf, il y a notamment optimiser le code JavaScript lui-même, donc là c'est un peu moins visible, il faut rentrer un petit peu dans le code, et puis faire attention aussi au rafraîchissement des écrans côté navigateur, voilà, donc il y a d'autres aspects encore, mais ça c'est vraiment les bonnes pratiques de base à mettre en œuvre, et c'est ce qui est le plus important quand vous faites des sites web mobiles. Et enfin,
Jonathan va vous présenter brièvement les problématiques liées au web mobile, parce que le web mobile, c'est aussi une des grosses évolutions du web. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, plus de 20% des accès au web se font via des terminaux mobiles, smartphones et tablettes. Et dans le monde entier, c'est encore plus fort. On a des pays, par exemple l'Inde, où plus de 60-65% des accès se font web mobile. Et la tendance est au web mobile aujourd'hui, qui rattrape à grande vitesse, même en France, donc qu'il a déjà dépassé à certains endroits, et qui rattrape en France le web sur ordinateur qu'on connaissait depuis le début du web. Donc le web mobile, c'est bien beau, c'est pratique, on a tous un mobile dans la poche. Mais justement, dans votre poche, vous avez peut-être là dans la salle au moins une vingtaine de téléphones différents. Et le problème de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a une énorme fragmentation des mobiles. La fragmentation des mobiles va apporter justement des fonctionnalités différentes en fonction des mobiles, des caractéristiques. On trouve par exemple, avec ces statistiques, qui regroupent le nombre de fonctionnalités HTML5 supportées en fonction des plateformes. Donc là, on est uniquement des plateformes, les plateformes classiques, Android 2.1, 4.4, BlackBerry, iOS, Windows Phone. Donc ça représente une certaine fragmentation. Mais on sait tous que dans Android, il y a également une fragmentation par marque de mobile. Ce n'est pas parce qu'on a un Android qu'on a tous le même. Il y a énormément de marques qui supportent Android et énormément de modèles par marque. Et chacune de ces marques peut également avoir des navigateurs différents. Et on va le voir après comment c'est embêtant, tout ce qui va être les surcouches opérateurs. Les surcouches opérateurs qui sont malheureusement assez peu mises à jour, ce qui fait que quand on retrouve certains bugs, les bugs traînent souvent en longueur et sont souvent présents encore de nombreux mois avant une mise à jour. Donc là, on avait adressé jusqu'à Android 2.1 et on voit nettement que depuis la mise à jour pour Android 4.4, on a plus de 2 fois plus de support pour HTML5, ce qui nous offre plus de possibilités pour améliorer l'application. Là, on a tout ce qui va être les formulaires. Les formulaires, on voit que justement, avec le formulaire HTML5, on a des fonctionnalités en plus, type le tel. Donc l'input tel, ce qui va permettre justement de sortir automatiquement le clavier de téléphone quand on a besoin de saisir un montant, ça peut être très pratique. Néanmoins, on voit que le type tel n'est pas supporté par Windows Phone 7.5. On retrouve également ce problème-là sur différentes surcouches, sur différents navigateurs. On a vraiment une fragmentation énorme des smartphones. On a un autre exemple justement sur cette fragmentation, ça a été un retour d'expérience. On a voulu envoyer le RIB des utilisateurs par email. Ce RIB, de façon à ce qu'il soit proprement formaté, il a fallu faire des retours à la ligne. Les retours à la ligne, sur certaines plateformes, on utilise un caractère plus ou moins standard, \n/r. Sur d'autres plateformes, ça a été autre chose. Il a fallu donc gérer les deux. Et on s'est rendu compte qu'avec la surcouche HTC Sense, il n'était tout simplement pas possible de faire des retours à la ligne. On a donc dû niveler par le bas, dans un premier temps, de façon à adresser justement tous les smartphones, puisque ce n'est pas notre email, quand on rajoutait des sauts à la ligne, il n'était pas sur toute une seule ligne, il était tout simplement supprimé. On ne voyait pas tout le texte qui était en dessous le \n. Donc ça, si on ne fait pas les tests utilisateurs, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Ce qu'on retient finalement avec toute cette fragmentation, c'est que ça peut vous emmener dans le joyeux monde de Bugland. Bugland, c'est vraiment les mobiles, il faut vraiment voir ça comme ça. Si vous avez aimé UE6, faites du web mobile, vous allez voir, c'est le régal. Pourtant, c'est pourtant très agréable de se dire on fait des applications qui ont fonctionné dans notre poche, mais la quantité de bugs fait que justement on doit faire des tests utilisateurs vraiment très très fréquents. On va revenir dessus, on va vous montrer comment on a géré dans ce projet la façon de faire des tests utilisateurs. Mais Bugland, ça nous amène justement à potentiellement revoir certaines parties de l'application. Sur certains projets, on a l'habitude de faire des maquettes, des mock-ups, du design dès le début du projet. Les développeurs arrivent, intègrent les maquettes, intègrent le design, et hop, l'application fonctionne, elle est mise en production, quelques petits changements près. Sur le web mobile, il ne faut pas du tout penser comme ça. Il faut vraiment penser agile. Donc on va encore marteler l'agile chez Octo. Agile, pourquoi? C'est parce que tout au long du projet, vous allez devoir itérer sur le design, sur l'expérience utilisateur.
Sur l'écran de gauche, on voit un screenshot, une maquette qui nous avait été livrée en arrivant sur le projet, avec un certain pattern du UX. Et à droite, l'application finale, comme elle a été réalisée. On voit clairement une nette différence. Sur cet exemple-là, c'est parce que sur la partie gauche, donc en restant sur l'écran de gauche, sur la partie gauche, on devait pouvoir scroller dans un sens pour sélectionner le compte débiteur, et sur la partie droite, pouvoir scroller dans l'autre sens de façon à sélectionner le compte créditeur. Ça, c'est pas possible sur certains smartphones. Étant donné que c'est pas possible, il a fallu adresser tous les smartphones et on a trouvé une solution qui a été de mettre les listes en dessous des autres, de façon à justement adresser le maximum de plateformes, de navigateurs, de surcouches opérateurs, et ainsi de suite, pour contourner Bugland. Un autre exemple des patterns du X qu'il a fallu faire évoluer, le menu que vous avez vu tout à l'heure sur la démo, le menu à gauche, on a l'habitude par exemple de voir ce qu'on appelle du swipe, donc faire glisser le pouce de gauche à droite pour ouvrir le menu. Avec l'arrivée de Chrome sur iOS, je pense qu'il le fait aussi sur Android, ça fait changer d'onglet. Donc un pattern du X qu'on avait mis en place au début du développement, au fur et à mesure du développement, a tout simplement été supprimé pour justement contourner les évolutions et certaines choses qui ne sont plus possibles au niveau ergonomique du fait de certaines mises à jour de navigateurs. Et donc pour adresser ça, il a donc fallu faire énormément de tests, des tests en continu. On a fait beaucoup de tests dans un premier temps chez ING, de façon à justement itérer, retrouver de nouveaux patterns, ce qui a créé un cercle entre les développeurs, les ergonomes, les graphistes et le product owner. Évidemment, quand on dit au product owner, cette fonctionnalité-là, je ne vais pas pouvoir la faire, il y a quand même une certaine déception. Il faut donc qu'on retrouve ensemble un nouveau pattern qui est justement créé par l'ergonome, sur lequel on va devoir faire repasser une couche de graphisme par le graphiste, qui devra être, une fois développé, validé par le product owner. Il y a donc vraiment constamment ce cercle entre les développeurs, les ergonomes, les graphistes et le product owner. Pour justement faire ce cercle, il faut rapprocher les acteurs. On le martèle, mais une équipe colocalisée, vraiment, ça donne de l'effervescence au projet. Le fait que tout le monde soit dans la même salle, ça facilite la communication. Si vous devez envoyer un mail à votre ergonome en lui disant, en essayant de lui expliquer que l'écran de gauche, vous ne pouvez pas slider, glisser dans un sens, glisser dans l'autre avec l'autre pouce, envoyer par mail, c'est pas forcément facile. Vous l'avez à côté, vous l'expliquez, tu vois, ça, tout simplement, je ne peux pas le faire, je te propose autre chose. On n'a qu'à regarder ensemble, on va trouver d'autres patterns. Pareil, le graphiste est à côté, il peut donner ses idées. Il ne faut pas voir les développeurs comme étant seulement des développeurs, ce sont des personnes qui font énormément de veille, surfent beaucoup, et potentiellement peuvent vous apporter également leur touche à l'édifice pour apporter des patterns UX. On a donc vraiment rapproché les acteurs et tous les corps de métier étaient dans la même salle, côte à côte. En driver, Olivier nous a parlé justement de l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'était vraiment notre mot d'ordre sur cette application. Pour s'assurer d'une expérience utilisateur optimale, on a donc dans un premier temps fait des tests utilisateurs en interne. Évidemment, c'est plus facile quand on trouve quelqu'un dans le couloir chez ING et lui dire « Hey, viens voir, on va te montrer un peu l'application, dis-nous ce que tu en penses ». Vous avez différents types de tests. On lui donnait le téléphone. Le mieux, c'est même des fois de lui donner soit le téléphone qu'il a, comme ça il est habitué, ou pas du tout. Si vous avez l'habitude d'avoir un iOS, on vous donne la BlackBerry, comme ça on voit si c'est facile, si les patterns du UX sont vraiment intuitifs. Et donc on prenait différents collaborateurs ING qui, toutes les semaines au moins, venaient tester l'application et nous faire leur retour. Les tests en interne, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment déclencheur pour trouver de nouveaux patterns. Le souci des tests en interne, c'est qu'on était avec des données de développement. Quand vous donnez à un utilisateur une application avec des données de développement, il va jouer avec, mais au final, le virement qu'il devait faire à son fils pour son argent de poche, il ne le fait pas forcément. Ses habitudes de tous les jours, quand il utilise son application bancaire, il ne l'utilise pas comme il en a l'habitude. Donc, dans un second temps, pour justement adresser ce problème
des données de production, et également, surtout, cibler la communauté ING. Nous avons donc créé une bêta publique. La bêta publique, c'est quelque chose vraiment qui nous a énormément aidé sur les retours utilisateurs. Donc là, on a un très beau retour d'une cliente ING. Et donc cette bêta publique, l'enjeu a été de regrouper un certain nombre d'utilisateurs représentatifs des utilisateurs ING, on en avait à peu près 200, à qui on a donné un accès privé à l'application, en leur stipulant bien que l'application n'était pas terminée, mais qu'ils avaient été triés sur le volet pour faire leur retour, pour nous dire combien ils aimaient ou n'aimaient pas l'application, qu'est-ce qu'ils auraient fait évoluer, qu'est-ce qu'ils auraient voulu supprimer, qu'est-ce qu'ils s'attendaient à voir. On a donc fait énormément de tests utilisateurs. Et l'autre avantage, comme on fait du web mobile et qu'on est dans Bugland, c'est qu'on peut adresser énormément de plateformes supplémentaires. Quand on faisait nos tests, nous, en développement, on avait environ 10 smartphones différents. On a adressé toutes les plateformes, tous les OS, pas forcément tous les navigateurs, même si on essayait, mais surtout pas toutes les surcouches navigateurs, ni tous les modèles de smartphones. En faisant une bêta publique, vous adressez encore plus de smartphones et de configurations possibles. C'est vraiment pratique pour justement faire tous ces tests. Et seconde chose, c'est que chez ING, pour tester notre application, il a fallu connecter, c'était des téléphones ING, qu'il a fallu connecter sur le réseau ING. Le réseau ING étant WPA entreprise, il fallait mettre un certificat dans le téléphone pour pouvoir se connecter au Wi-Fi et donc à l'application. Le problème, c'est que Windows Phone ne permet pas de se connecter avec un Wi-Fi avec un certificat. En mettant justement en bêta publique notre application, on a enfin pu voir le rendu de notre application sur Windows Phone. À comprendre que du coup, pendant plusieurs mois, on a travaillé dans le brouillard en espérant que ça fonctionne sur Windows Phone. Le résultat est là. Mais justement, la bêta permet également aux développeurs de tester dans toutes les configurations possibles. Enfin, petite conclusion, avec François vous a parlé tout à l'heure de l'OpenAPI. On va essayer de vous faire une petite ouverture. Au final, la banque, vous n'êtes plus qu'à 2 pas de créer votre OpenAPI. Vous avez une API. Si vous l'ouvrez, vous avez une OpenAPI. Et vous n'êtes plus qu'à 2 pas, justement, d'avoir une communauté qui peut potentiellement contribuer et apporter des usages à votre banque. Je suis un geek, évidemment, j'ai des ampoules U chez moi. Ce que j'aimerais bien, c'est quand même, quand je rentre chez moi, les ampoules qui clignotent en rouge parce que je suis à découvert. Ou recevoir une petite notif sur ma montre parce que j'ai reçu mon salaire. Et donc, automatiquement, via IFTTT, si vous ne connaissez pas, c'est un super service, if this then that, qui permet de faire l'automatisation de tâches. Je reçois mon salaire, j'envoie automatiquement un mail à tous mes amis. Vous pouvez venir boire un coup, j'ai mon salaire, et je rajoute l'événement, dans Google Calendar. Vous êtes vraiment à 2 pas des usages innovants. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. On va prendre vos questions. Donc on a, je pense, une bonne demi-heure devant nous maximum sur les questions. Oui, je regarde un peu. Alors, on va vous faire passer des micros pour que ce soit enregistré. Donc les micros sont là. Donc oui, il y avait une première question. Ouais, donc monsieur là. Bonjour. En fait, tout à l'heure, j'ai entendu qu'on martelait le fait qu'on ne parle pas de responsive web design. Il y a une raison particulière au fait qu'on oublie particulièrement cette terminologie-là pour parler uniquement de web mobile. Enfin, pourquoi on ne veut pas parler de responsive? J'ai fait exprès. C'était pour choquer. L'objectif de ce projet, c'était la mobilité. En fait, je vais encore choquer, il n'est pas responsive, il est adaptative. Ça veut dire que si vous prenez cette application, vous la prenez verticale, elle est à l'usage vertical, vous la mettez à l'horizontale, elle fonctionne vraiment parfaitement et elle se met correctement à l'horizontale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu faire du vrai responsive? Vrai responsive, c'est multi-template en fait, c'est ça que ça veut dire. Nous, notre objectif, on l'a dit dans les drivers, c'était le web mobile. On voulait adresser la mobilité.
Donc, on a été à l'efficace. Hein. On a voulu aller vers la mobilité. On a une application pour les grands écrans qui, elle, n'est pas responsive, et on a une application pour les petits écrans qui, elle, n'est pas responsive. Par contre, toujours expérience utilisateur, l'utilisateur au centre, et c'est ça qui est le plus important. Après, moi, j'ai regardé effectivement un petit peu, est-ce qu'il y avait de l'opportunité à faire du responsive ou pas. Il y a des pas à franchir, en fait. C'est déjà vachement complexe de ramener tout ça. Le responsive, c'est juste une couche de complexité en plus, hein, et pas n'importe laquelle. Parce que derrière, c'est du media queries, derrière, c'est encore plus compliqué au niveau du test, et il n'y avait pas vraiment le besoin. Donc, ouais, c'est un peu spécial, mais nous, chez ING, on a fait ce choix-là. On n'est pas allé vers le responsive aujourd'hui. Pour ces applications-là, c'est pas valable pour autant que... Enfin, ce que je vous dis n'est pas nécessairement vrai pour les autres applications. Le site internet d'ING Direct France, qui aujourd'hui n'est pas responsive, aurait vocation à pouvoir l'être, typiquement. Voilà. Mais pas cette application-là. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, il y a deux mains qui sont levées juste derrière. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question sur les performances, parce que donc on a vu dans les résultats, vous n'avez pas indiqué quelles étaient les conditions au réseau. En fait, on a vu qu'il y avait une seconde pour télécharger l'essentiel. Quel est le temps derrière pour l'exécution du JavaScript, en fait? Est-ce que vous mesurez cette performance? Et comment vous envisagez également l'évolution de cette performance quand le nombre de fonctionnalités va augmenter dans l'application? Comment vous pensez gérer ça, en fait? Alors, depuis qu'on est parti, il y a eu des évolutions de fait sur cette application. Il a été mis en place ce qu'on appelle du lazy loading. Ça va être le fait de télécharger certaines parties de l'application uniquement quand on en a besoin. Ce qui permet justement au premier chargement de l'application de la soulager et de ne pas télécharger 100% de l'application. On aura donc du coup un time to first byte qui sera raccourci de façon à toujours s'assurer que l'utilisateur peut interagir avec l'application et voir des données le plus tôt possible. Est-ce que ça répond à votre question ou lié un peu Oui, plus mais large? du coup j'ai une autre question. Comment vous avez mis en place lazy loading avec Angular? C'est une tâche beaucoup plus tech. Pour avoir vu plusieurs posts pour faire pas mal de veille dessus, on retrouve pas mal de posts. Là, c'est une solution technique. On l'a pas, nous, ça a été mis en place depuis qu'on est parti du projet. Donc d'une, c'est pas nous qui l'avons mis en place. Et de deux, on trouve énormément de solutions. Enfin, je vous invite vraiment à trouver des articles. Il y a beaucoup d'articles dessus. Mais je ne peux pas répondre clairement à votre question. Alors, pour répondre partiellement à votre question, c'est pas en prod, hein, c'est parti de lazy loading. Actuellement, c'est sur une branche qui est même pas en cours de test actuellement. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. En fait, il n'y a pas de recette miracle. La notion de WebPair, ça doit être toujours, à partir du moment où on fait du web mobile, ça doit être toujours en arrière-pensée. On doit toujours le prendre en considération. Donc effectivement, on arrive à un moment. En fait, ce qu'on n'a pas dit dans ce projet, c'est que une fois qu'on a mis en place tout ça, l'usine, une fois qu'on a mis en place les premières fonctionnalités, ensuite, voilà, on était aguerris. C'est ce qui est très intéressant, c'est de voir comment c'est rapide finalement de sortir des nouvelles features. Hein, ça, c'est un point qui est important. Mais quand on sort des nouvelles features, c'est pas parce que c'est rapide de les sortir qu'il faut tout de suite les passer en prod. Effectivement, il faut continuer à reboucler, à se poser les questions, qu'est-ce que ça veut dire en termes de performance, etc. Et donc, on apprend en marchant, au fur et à mesure, on met en place des choses. Alors, on joue beaucoup avec nos serveurs web, par exemple. On fait beaucoup de fine-tuning de nos serveurs web. Ça, faut pas le négliger. Apache, c'est quelque chose de très, très important, qui est extrêmement puissant. On a plein de leviers pour gagner en termes de performance par rapport à ça. Et il y a des trucs et astuces, effectivement, au niveau d'Angular, mais qui évoluent, donc à voir. Je crois qu'il y a une question juste derrière vous, justement. Oui, bonjour. Concernant les temps de développement, on peut avoir un ordre de grandeur et aussi du temps de montée en compétence d'une équipe de dev qui connaît bien le web et pas obligatoirement AngularJS. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est nous, sur ce projet-là, comment ça s'est passé. On a commencé les développements, il me semble, fin mai, début juin. Donc vraiment from scratch. Alors les développements de la UI, c'est-à-dire que l'API était déjà bien avancée. Là, je parle vraiment de la partie web app. Donc on a commencé fin mai, début juin, et on a pu lancer l'application début novembre, après avoir fait des phases de recettes globales, parce qu'on a eu des recettes également faites par des partenaires externes pour valider l'application, surtout point de vue sécurité,
et aussi point de vue fonctionnel bancaire. Et puis on a fait également la phase de bêta. Donc on a mis au final juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on a mis 5-6 mois vraiment de la page blanche jusqu'à la mise en prod. On était 2 à 3 développeurs sur le projet, suivant les moments, ça fluctuait. En plus, il y a eu les vacances d'été entre-temps, donc on a eu des absences. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a réussi à faire. On a un peu tâtonné au début, en plus, surtout sur les aspects UX. Donc ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure sur le web mobile, puisqu'on a eu pas mal au début de modifications, d'échanges à faire. Finalement, c'est surtout au début qu'on s'est amélioré là-dessus avec les ergonomes, avec les designers. Donc point de vue pur développement, avec 2-3 développeurs qui connaissent déjà pas forcément AngularJS, mais le développement web et JavaScript, on peut sortir une application comme ça en 4 mois environ. Après, sur la question de la montée en compétences, c'est un vrai sujet effectivement, parce que c'est des technologies qui émergent aujourd'hui. Donc on ne trouve pas forcément des développeurs déjà experts sur le sujet. Donc la courbe de compétences, c'est un sujet important pour faire monter en compétences des nouveaux développeurs. Ça c'est un exemple sur AngularJS, donc c'est la courbe un petit peu de montée en compétences et également de joie et de tristesse avec le framework. Ça se termine évidemment par une très bonne nouvelle, c'est qu'on est en général très très heureux de coder avec un framework comme Angular. C'est aussi le cas avec les autres frameworks JavaScript. Moi je parle surtout d'Angular parce que c'est celui que j'ai le plus utilisé. Pour un développeur, c'est vraiment un élément à prendre en compte pour la montée en compétences, c'est qu'on s'amuse beaucoup, on a vraiment du plaisir à développer avec ces technologies. Et justement, un des enjeux, nous, Jonathan et moi, sur la fin du projet, enfin la fin de notre intervention, c'est qu'on a passé le témoin à un développeur un peu plus junior que nous, qui ne connaissait pas encore le développement JavaScript et le développement Angular particulièrement, et qu'on a fait monter en compétences. Et maintenant, en fait, l'application, elle est maintenue par un seul développeur qui a découvert Angular il y a 3 mois et qui maintenant est vraiment très très à l'aise sur le sujet. Donc la courbe de progression, elle est très rapide. Par contre, elle doit être cadrée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre non plus un développeur qui ne connaît pas du tout seul face à une application Angular, parce qu'il y a aussi pas mal de pièges qui peuvent vite transformer l'application en un plat de spaghettis impossible à maintenir et qui soit un calvaire pour l'utilisateur final. Donc finalement, je pense que le message qu'on a sur notre retour d'expérience sur ces technologies, c'est qu'elles sont assez rapides à prendre en main. Par contre, il faut au démarrage encadrer, former le développeur pour lui faire éviter les quelques pièges. Et en retour d'expérience, on a constaté qu'il était quand même plus simple pour un développeur ayant un back-end et ayant développé avec des frameworks MVC côté back-end, qu'il est plus facile justement pour ce type de profil qu'un profil provenant du monde web qui n'aurait fait que du développement jQuery, parce qu'il va tomber dans les pièges vraiment de développer son application en mode jQuery, et c'est complètement différent. En ayant un back-end de développement MVC, ça va vraiment faciliter la learning curve d'Angular. Oui, donc une question. Donc j'ai compris que le but du projet c'était d'unifier l'expérience utilisateur et d'unifier les technologies. Concrètement, est-ce que vous avez un retour d'expérience ou du feedback de vos utilisateurs iOS qui pour le coup avaient une appli native dédiée, donc j'imagine qui était dans les codes de navigation d'iOS et qui maintenant se retrouvent avec une autre navigation, quoi. Non, pas pour l'instant. L'application iOS, elle n'a pas encore été transformée. C'est toujours la même application actuelle. Par contre, ce qui est en cours de transformation, c'est que l'application iOS, l'application iOS actuelle n'appelait pas l'API qu'on a, et aujourd'hui, demain, elle va appeler l'API qu'on a. Donc ça, c'est la première phase de transformation. D'ici à vous dire qu'on on va enlever le natif sur iOS, non, j'y crois pas une seule seconde. Ça, je pense pas. Après, on verra ce que nous racontera l'histoire. Honnêtement, j'en sais rien. C'est surprenant de voir que au niveau Android, en fait, honnêtement, il y a deux choses qui sont importantes quand vous utilisez une application.
Enfin, en tout cas, oui, c'est ça. Il y a deux. Enfin, c'est un peu direct, mais il y a la fonctionnalité et la performance. Si ça release régulièrement, si vous avez de la fonctionnalité qui arrive, vous êtes un client content. Et si en plus de ça, ça fonctionne et ça pulse, voilà, ça fait le business. Vous êtes content, ça marche très très bien. C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec cette application. Vous avez vu qu'on a une application qui est en production sur un périmètre fonctionnel. On a aujourd'hui les fonctionnalités qu'on a sur cette application-là sont les mêmes fonctionnalités que celles qu'on avait dans notre application Android historique. Celle qui est en bêta aujourd'hui, c'est le même périmètre fonctionnel que ce qu'on a actuellement sur iOS. Et donc il s'est passé quoi 2 mois, même pas. Il s'est passé 2 mois entre le moment où on est passé du périmètre fonctionnel iOS au périmètre, Android au périmètre fonctionnel iOS. Donc notre objectif, c'est de délivrer de la fonctionnalité à nos clients pour justement générer cette satisfaction utilisateur. Le premier retour qu'on a, enfin que j'ai eu hier, puisqu'on est en phase de test actuellement, puisqu'on a embedé ça dans un launcher et on fait des tests sur la base d'un launcher, puisqu'en fait on a dans la stratégie finalement de ne fabriquer qu'un launcher déployé sur le store. A priori, là, les utilisateurs le prennent très 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 bien. Ça impose, ça les satisfait. Ça marche en fait. Ce qui n'était pas nécessairement le cas sur tous les Android. Donc ça fait la différence. Est-ce que vous avez fait du push? Oui, c'est ici. Est-ce que vous avez fait du push, du commit, des choses comme ça, ou est-ce que vous avez soigneusement évité le sujet? Ça complique beaucoup. Éviter le sujet, pas forcément. C'est juste qu'on n'a pas eu besoin d'adresser ce sujet. Il n'y avait pas de sujet là-dessus, tout simplement. Oui, il y a une... Oui, bonjour. Juste une question concernant la maturité de AngularJS. Oui. Il a été écarté sur notre projet parce qu'il a 2 ans sur le marché et que c'est pas mature. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Est-ce qu'on a une vision un peu sur le futur? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'Angular, tout le monde le connaît depuis 1 an et demi, puisqu'il a buzzé à Devox Belgique. En fait, il a presque 4 ans. Donc, c'est un framework qui est quand même déjà plus mature que ce qu'on croit. La maturité d'un framework, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. On croit beaucoup plus en une communauté qu'à la maturité d'un framework. C'est vraiment la communauté qui va faire qu'on va percevoir le framework comme mature. En tout cas pour une banque, donc qui est quand même un secteur assez critique, il était assez mature pour partir sur ces solutions-là. Et on le voit car de nombreux acteurs par-dessus. En Octo, on a vraiment beaucoup de missions qui arrivent sur ce sujet-là. Donc on voit vraiment une effervescence pour Angular qui peut potentiellement prouver sa maturité. Mais vous avez raison, hein, c'était pas gagné. Hein, on s'est posé plein de questions. Hein. C'était pas quand on a bougé le post-it en disant oui, on choisit Angular. J'ai passé plusieurs semaines à réfléchir. En fait, si vous regardez, il y a une des planches qui est pas mal où on montre les différentes fonctionnalités, features qu'on peut avoir entre par exemple un backbone et un Angular. Non, on ne cherche pas à les opposer, ils sont pas dédiés à faire la même chose. Et donc si on partait sur un backbone, il aurait fallu assembler ça avec d'autres frameworks. Et donc c'est ça qui fait mal à la tête en fait, parce que le backbone il est bien, mais si vous prenez en plus de ça un marionnette, il y en avait d'autres en plus qui tournaient autour. Bon bref, vous empilez des frameworks sur des frameworks sur des frameworks. Voilà, donc là, après on peut se poser la question. L'argument fort de Angular, c'est Google. Donc ce que disait Jonathan, la communauté, elle est importante. Il y a beaucoup ça sollicite les gens. Voilà, il y a beaucoup de commits sur GitHub qui partent sur ce framework et effectivement, c'est porté par Google. Ça rassure. Bonjour, Nicolas Bouliot, je travaille pour un ministère. J'ai 2 questions. Plus sur l'urbanisation qui a été évoquée. Vous savez que c'est un sujet qui est très à la mode chez nous. Est-ce qu'il y avait des services existants sur lesquels vous vous êtes appuyé? Je pense notamment à l'authentification évidemment, mais aussi par exemple des services de manipulation de comptes. Et comment est-ce que vous intégrez ces nouvelles API dans votre système d'information global? C'est un vaste sujet. Hein. Oui, il y avait déjà des services existants. Oui, on était déjà dans une démarche d'urbanisation. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. L'API est
c'est la façade qui cache tout ce qui se passe en dessous, en fait. Hein. C'est un bout d'exposition de notre domaine, mais pas directement, en fait, je dirais. Il est vraiment correctement bien... Si vous regardez les interfaces, les signatures de nos API, en fait, elles sont vraiment dédiées à la mobilité. Elles ont été fabriquées pour ça. Le chantier d'urbanisation dont vous parlez, lui, c'est quelque chose qui est autre, dans lequel on s'était déjà engagé il y a déjà quelques années, qui n'est pas directement corrélé. Par contre, c'est hyper... En fait, l'API REST-JSON, comme elle est extrêmement expressive, on peut la vendre très facilement. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive de discuter et de parler API, entre guillemets, avec des gens qui s'occupent de marketing, directement. Ils peuvent parler ça. Ça, c'est des choses qu'ils comprennent. Et on peut utiliser ce vecteur de l'API pour essayer de travailler sur des sujets qui sont plus profonds dans le système d'information. Mais il n'y a pas de corrélation directe entre les signatures de l'API et l'urbanisation qu'il peut y avoir dans le système d'information. C'est-à-dire que les manipulations crudes que vous avez évoquées, vous n'aviez pas préalablement des objets métiers qui portaient ces opérations? Si, on les avait bien sûr. Et ce sont eux que vous attaquez? Absolument. D'accord. Oui. En fait, on a une API. Sous les API, on a le SOA, on a l'ensemble des web services qui, eux, ont... je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais derrière, qui tapent dans ces objets métiers qui, eux, sont mappés dans la cartographie de l'ensemble du SI, bien sûr. Oui, on a une autre question ici. Oui, bonjour. Moi, ma question, ça suit un petit peu la question sur les API. C'est est-ce que vous réutilisez finalement les mêmes API que pour le site web grand public? Et l'autre question, c'est, moi des banques, j'en ai plein. En fait, j'en ai plusieurs, j'en ai au moins 5 ou 6, dont ING. J'étais super content quand on est passé justement dans la nouvelle version du site en flat design, qui était très bien. Par contre, j'utilise des plateformes externes type Linkso qui me permettent de vérifier justement toutes mes banques. Et là, j'étais super déçu de voir qu'en fait, les API ne devaient pas être ouvertes et qu'on devait s'appuyer sur les IHM et que donc la partie Linkso, elle a mis 2-3 mois à se caler, en fait peut-être un peu moins, à se caler en fait sur la nouvelle version du site. Donc d'où la question sur l'ouverture de ces API en fait finalement à des services tiers en fait. Ah, c'est un vrai sujet. C'est le sujet. Ouais, je peux pas vous répondre. Pour plein de raisons, parce que je peux pas vous répondre. Il y a une trajectoire, évidemment. L'API, c'est la pierre angulaire de tout dans l'histoire. D'accord, c'est ce qu'il y a de plus important. Je sais qu'il y a d'autres personnes, je crois, du Crédit Agricole qui sont là. Il y en a d'autres qui sont passés avant nous sur l'aspect API bancaire, l'aspect Open API. Aujourd'hui, ING Direct, elle n'est pas Open API. Je ne sais pas ce que ce sera demain. Je dis pas oui, je dis pas non, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas moi qui vais choisir. Désolé, je ne peux pas vous répondre. Bonjour, Fabien Chazot, je suis directeur de la R&D chez Mythic. Et déjà, j'ai beaucoup apprécié la présentation puisque on est en train de faire le même mouvement. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai une question sur la partie testing. On se pose beaucoup de questions parce qu'effectivement la fragmentation est très importante, tant en termes d'OS que de version de système. Vous n'avez pas beaucoup détaillé, donc j'ai compris qu'a priori vous avez une dizaine de terminaux et que vous avez fait des tests manuels. On pense que c'est pas assez. Donc on regarde un petit peu ce qui se fait sur Internet, on essaie de contacter des boîtes dont on sait le métier, qui font du test manuel, au-delà de la partie automatique, bien entendu. Il y a aussi des outils qui commencent à arriver on peut scotcher ses mobiles sur un panneau et puis ça synchronise les tests en même temps sur tous les terminaux. Donc il y a tous ces outils-là. J'aimerais bien savoir ce que vous avez utilisé pour votre projet et si derrière vous avez réfléchi plus loin par rapport à ça. Et aussi sur la partie bêta, en gros c'est bien d'ouvrir le truc en bêta test, mais comment vous avez fait pour récupérer les infos utilisateurs au-delà de juste les commentaires qu'on a vus? Est-ce que vous avez un outil spécifique et comment vous les avez exploités? C'est MMI level 0 au niveau de ça, c'est-à-dire à l'époque des héros. C'est dur, c'est hyper dur. En plus, dans un environnement bancaire, c'est extrêmement compliqué de faire ces tests. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Oui, on a mené des réflexions parallèles pour faire de l'industrialisation. C'est quelque chose qui est appréhendé globalement par le groupe ING, donc qui est plutôt en cours. Oui, il y a des solutions actuellement qui sont pas mal du tout.
J'en ai vu une, je crois que c'est HP qui fait ça. C'est des appliances en fait dans lesquelles vous branchez des téléphones physiques avec des petites caméras. Donc en mode SaaS, vous pouvez commander à distance des plateformes et vous pouvez monter et descendre de la disponibilité des téléphones. C'est pas mal du tout. Il y a effectivement des boîtes qui font du testing manuel, donc qui ont des bancs de tests globaux. Aujourd'hui, on n'est pas rentré là-dedans parce que non pas que c'est pas bien, mais c'est qu'il faut l'inscrire dans la sécurisation bancaire de ce qu'on a et c'est pas du tout évident. Voilà, ça c'était pour l'aspect testing. Donc l'aspect testing, c'est vraiment à la main. Hein. C'est comme on a pu le faire. C'est vraiment ce qui est le plus difficile. Je ne sais pas comment c'est dans les autres écosystèmes. Chez nous, c'est dur, quoi. On est une banque, il y a de la sécurité et c'est comme ça. Il faut savoir composer avec. Pour l'aspect bêta permet de récolter énormément de feedback et c'est pour ça que moi j'ai vachement poussé pour qu'on ait cette bêta et qu'on puisse l'utiliser à fond. En fait pour l'instant toujours level 0 hein, on n'a pas d'outil particulier. Par contre on a un joli bouton laissez-nous un commentaire, ça peut nous envoyer un mail, on récupère dans le header tout ce qui va bien pour connaître le contexte d'exécution du mail et honnêtement les gens qui sont c'est de la communication, hein, c'est du travail de communication, c'est-à-dire, et là, c'est pas nous IT qui l'avons fait, on a travaillé avec notre communication, hein, nos équipes de com, qui ont engagé les gens, les gens étaient engagés pour nous répondre, et on a eu plein de retours, et des retours tout à fait valables. Les gens l'ont fait, hein, ils ont appuyé sur le bouton, ils nous ont envoyé des mails. Donc il y a une boîte mail dédiée pour les retours, et ça arrivait dans cette boîte mail dédiée. Et derrière, on avait une communication one-to-one avec ces personnes-là. Merci. Bonjour, j'avais une question sur la partie JavaScript et le partage de code, puisque vous avez dit que vous aviez 2 sites qui utilisaient les mêmes API. Est-ce que vous avez réussi à mettre en place du partage de code entre les 2 applications? Et accessoirement, est-ce que vous avez envisagé des surcouches à JavaScript pour pouvoir faciliter ce partage de code? Type de CoffeeScript ou TypeScript ou que sais-je? En fait, pour aller vite, aujourd'hui, on n'a qu'un seul site qui consomme cette API, c'est le site WebMobile qui marche à la fois sur smartphone et tablette. C'est peut-être par rapport à ce schéma-là qui était, on pouvait peut-être penser effectivement, non, en fait, on a un seul site, de même qu'il n'y a qu'une seule API iOS, il me semble. Donc on a aujourd'hui un seul site qui communique. Si on devait mutualiser du code, on ne s'est pas posé la question en fait. Donc je ne sais pas comment on s'y prendrait. Est-ce qu'on ferait une petite librairie, par exemple, qu'on pourrait mettre dans le contexte de Bower avec un repository NPM local. On s'était intéressé à ça d'ailleurs, si c'est un peu ça que vous aviez en tête, à mettre en place un repository NPM au sein du système d'information. On avait creusé, c'était notamment pour éviter d'ouvrir une route sur le web. On avait un peu creusé le sujet, il y a des solutions qui permettent de le faire. En fait, un repository NPM, c'est vraiment pas compliqué, c'est presque du WebDAV finalement, hein. Techniquement c'est très simple. Mais finalement, on l'a pas fait parce qu'on n'en avait pas besoin. Et comme en plus, après, on avait coupé le lien direct avec NPM, voilà, c'est sorti du projet. Donc, si on devait le faire demain, et sans doute que ça arrivera, hein, puisque la mutualisation de code, c'est vraiment un truc qui arrive vite, on se posera la question et on ira sans doute vers ces directions. Et sur les surcouches JavaScript, pardon? Ah, les surcouches JavaScript, ouais. Vous pensez à quoi, genre CoffeeScript, CoffeeScript, oui. TypeScript, d'autres. Là-dessus, on s'est posé la question au début aussi. Dart, non, celui-là on n'a pas trop envisagé, mais CoffeeScript, typiquement, on s'est posé la question. On a choisi de pas y aller pour plus. Je dirais que la raison principale, c'est parce qu'on voulait pas rajouter une nouvelle couche, notamment pour la maintenabilité de l'application. On s'est dit, il va falloir former des nouveaux développeurs à Angular, à Grunt, aux outils de build, aux tests en JavaScript, à Jasmine. Si on rajoute en plus CoffeeScript, potentiellement ça fait une nouvelle couche de complexité qui apportait pas grand-chose finalement. Angular a pas mal de helpers en plus pour améliorer le développement JavaScript, accélérer. Donc non, on n'a pas utilisé de surcouche à JavaScript. Par contre, on a utilisé une surcouche à CSS. Donc on a utilisé SAS, Compass. Oui. Oui, bonjour. Une question pour revenir sur les API. Je comprends qu'on puisse vouloir justement une API sans pour autant qu'elle soit ouverte, surtout dans le domaine bancaire. Comment est-ce que vous avez géré le fait de maintenir cette API fermée alors que c'est sur un client en pur JS complètement disponible chez le client dont le source, à part l'obfuscation, est disponible? Vous pouvez faire un reverse engineering, il n'y a aucun problème. Enfin, au même titre que vous pouvez prendre une application qu'il y a sur le store, vous la prenez, vous mettez un Wireshark au milieu, vous essayez de voir ce qui se passe et vous faites un reverse engineering, il n'y a pas de problème. Quand on dit qu'elle n'est pas publique, c'est que
Elle est expressive l'API, donc a priori, normalement, vous devriez pouvoir l'explorer tout seul, hein, vous devriez pouvoir vous débrouiller tout seul. Il n'y a pas les facilities qui vont bien pour dire ce que c'est une Open API. Donc elle n'implémente pas OAuth pour les mécanismes d'attente. Elle est pas j'ai pas de documentation en ligne. Il n'y a pas de communauté de développeurs pour travailler autour de tout ça. C'est tout ça la notion de Open API. Après, j'aurais tendance à dire, je sais, c'est un peu encore n'importe quoi, mais peu importe. Les Linkso, puisqu'on en parlait, finalement, il n'y a pas d'API, mais ils font du web scrapping, c'est un peu la même chose. Donc, bon, pourquoi pas. Enfin, voilà. Donc là, elle n'est pas open. Est-ce qu'il y a une démarche La démarche pour être open, c'est justement faire que y ait toutes ces facilities de gestion autour, hein, cet écosystème qui tourne correctement. Comme je vous le disais, aujourd'hui, ça y est pas. Est-ce que ça y sera demain? Peut-être, peut-être pas. D'accord, merci. Bonjour, j'ai une question. On a beaucoup parlé en fait de l'intégration continue, mais un peu moins en fait de l'environnement de dev, en fait la plateforme de développement. Du coup, en fait, je voulais savoir si vous avez utilisé des plugins particuliers déjà pour vous aider dans votre développement, que ce soit sur Angular, que ce soit après pour toute la partie JavaScript, la partie CSS, et surtout si vous avez automatisé en fait des tâches, par exemple dans la minification, l'obfuscation, des choses comme ça, avec Maven ou avec d'autres choses. Alors en fait, on a cité Grunt tout à l'heure. Tout quasiment tourne autour de Grunt. Grunt, c'est vraiment l'outil qui nous a permis d'automatiser la minification, l'obfuscation, la concaténation que vous citiez. Ces outils-là et ces tâches-là sont vraiment faites par défaut grâce à Yeoman. Donc on a vraiment des tâches qui sont prêtes. Grâce à Grunt, on peut regrouper également différents types de tâches. On a les tâches pour le développement, les tâches pour le test et les tâches qu'on appelle pour la production. Donc c'est potentiellement ces tâches-là qu'on a lancées sur l'intégration continue. Et également les tâches de dev pour le développement, pour faciliter le développement. Un plugin qu'on a beaucoup apprécié, c'est le Live Reload. Live Reload qui, dès qu'on sauve un fichier, que ce soit JavaScript, SAS, HTML, va automatiquement rafraîchir l'onglet du navigateur sur lequel on avait l'application. Donc le temps de faire votre Alt-Tab parce que vous avez fini de coder, l'application est déjà rafraîchie et on gagne également encore en productivité là-dessus. Donc il y a quelques plugins comme ça qu'on a utilisés pour le développement. Après, allié à quelques plugins, on utilise Sublime Text pour ma part. Et donc quelques plugins qui vont bien sur Sublime Text. Il y a de l'autocomplétion sur Angular, quelques trucs, mais pas plus. Généralement, ce qui est amené avec Grunt est déjà très très bien. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, devant le micro. Vous parliez qu'il devait y avoir de la communication entre les équipes UI et API. Comment vous avez matérialisé cette communication et est-ce que vous avez documenté l'API pour que la communication se passe bien? Alors, l'API ayant été réalisée un petit peu avant l'IHM, il y avait déjà du coup une documentation qui avait déjà été écrite par l'équipe API. Et pour la colocalisation, ils étaient tout simplement dans le bureau d'en face. Donc, il suffisait de se déplacer et puis, ou les mails, mais c'était vraiment presque colocalisé. Mais étant donné que c'était quand même une équipe un petit peu différente de l'IHM, on n'avait pas forcément besoin d'interagir toutes les 2 heures. Question juste derrière vous. Justement, concernant l'API, vous dites que les développements ont commencé 3 mois avant. Qui a défini l'API? Parce que l'API est dédiée au site web, donc à un moment c'est le développeur web qui va s'en servir. Voilà. Mobile first. L'API, il a été fabriqué pour le mobile. On l'a fabriqué 3 mois avant le lancement des développements UI, à peu près, 3-4 mois. Sur la base de... En fait, on a utilisé l'application iOS qu'on avait pour pouvoir extrapoler l'API. Voilà, c'est comme ça qu'on a procédé. Les équipes d'ING, elles sont montées en compétence aujourd'hui sur les technologies que vous utilisez ou vous passez exclusivement via Octo? Et la deuxième partie de la question, c'est comment, parce qu'on est dans un environnement et un écosystème qui évolue beaucoup actuellement, comment vous envisagez justement la mise à jour de la plateforme de dev, des outils, etc. et justement de la compétence globalement des équipes de vos équipes côté ING? C'est un vrai sujet, ça aussi.
Pour ce qui concerne la montée en compétences, alors le point important, je pense qu'il faut réinsister, c'est le grunt. Le grunt, c'est vraiment un truc, en tout cas pour moi, ça a été le truc qui m'a permis de faire le switch dans ma tête en me disant on peut se lancer sur les technos JavaScript. Parce que voilà, il y a tout ce qui va bien pour faire de l'industrialisation. Donc il y a eu le gros du boulot, ça a été dans un premier temps de ramener cet écosystème dans l'écosystème de configuration d'ING Direct. Donc là, il y a eu du boulot pour faire les montées en compétences des personnes directement. Je ne pense pas qu'elles soient au top de leur niveau aujourd'hui, mais ça y est, c'est inscrit, c'est là, les automates sont présents, c'est dans les procédures, ça c'est déjà une bonne chose. Pour ce qui concerne ensuite l'aspect purement dev Angular, non, on fait pas appel à Octo. Là, aujourd'hui, moi, j'ai dans mon équipe des personnes qui font ce type de développement, qui ont la capacité à faire ce type de développement, qui sont des experts, donc qui sont capables de tenir les plateformes de dev, etc. Et le test qu'on a fait, alors alors, la conviction que j'avais, c'était qu'un jeune sorti de l'école qui avait bien décliné scolairement parlant le MVC serait capable de rentrer là-dedans. Parce que honnêtement, quand vous rentrez là-dedans, c'est vraiment le slide où on montrait les différentes archives avec les évolutions du web. On revient sur du bon vieux client-serveur classique. Il suffit juste de connaître la façon dont ça se code en Angular, mais c'est vraiment les mêmes principes. Et ben, en fait, force est de constater que ça marche, quoi. C'est-à-dire que le jeune développeur qui est sorti de l'école, il lui a fallu 2 mois, même pas, de monter en compétences. Et en l'espace de 1 mois et demi, c'est lui qui nous a développé toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc ça se fait. Mais la courbe qui a été présentée tout à l'heure est vraie. C'est-à-dire, on trouve ça super, et puis tout de suite on bloque, et puis on se trouve que c'est horrible, donc ça redescend, puis voilà, c'est de la dent de scie, ça remonte comme ça. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Pour l'instant, c'est ça. Ce qu'on se dit, et peut-être aussi un message à passer, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que les UI, elles sont jetables. Donc il faut investir au bon niveau, au bon moment. Je pense qu'en faisant cette démarche API, on est bien, parce qu'on se permet de ne pas jeter la totale, mais de jeter juste la UI. Alors aujourd'hui c'est Angular, aujourd'hui c'est toutes les stacks qui ont été présentées, peut-être que demain ce sera autre chose. Moi je vais être en capacité de pouvoir l'acheter, potentiellement. Alors c'est sûr que ça peut faire peur quand on sait les montants qui ont été potentiellement investis, mais ils sont toujours moins importants que si on avait pas correctement découpé l'ensemble de ces couches et notamment pas mis au cœur la stratégie API. Où sont les micros ? Bonjour. En fait, là, dans le cas d'ING Direct, on a vu que c'était une web app dédiée au mobile. Je voulais savoir le comportement du référencement Google vis-à-vis des sites qui se comportent, qui consomment du AngularJS. Alors, on a mis une citation du créateur d'Angular. La définition, c'est que Angular, c'est fait pour les applications mobiles, des applications web, dans un premier temps, et donc pas vraiment pour faire du statique. Ça peut être une réponse. Il y a plusieurs réponses. Il existe déjà des solutions pour référencer ces applications. Vous pouvez très bien monter un serveur avec, par exemple, du Phantom.js pour pouvoir générer vos vues qui vont être sauvées en tant que fichiers HTML. Ce sont ces vues-là qui seront proposées au moteur de recherche. Pour faire l'autopromo, il y a un très bon article sur le blog d'Octo pour justement mettre en place ces outils pour le référencement. Et on trouve également des outils en SaaS pour faire du référencement de ce type d'application. Donc il y a vraiment déjà en place des solutions pour le référencement. C'est ma perception à moi. Angular, c'est hyper bien pour faire du CRUD. C'est hyper bien pour sortir des écrans, des formulaires. On ne veut pas nécessairement qu'ils soient indexés, ceux-là. Ce qui nous importe, c'est les pages d'arrivée, ce qu'on appelle les landings, enfin les pages d'arrivée, et puis peut-être éventuellement tout l'aspect marketing qu'il y a avant. Ça, c'est pas nécessairement en Angular. Ça peut répondre à votre question. Oui, merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui. Un suffira. Bonjour, je me posais la question par rapport à ce type d'architecture sur l'utilisation la possibilité d'utiliser des fonctionnalités natives du smartphone.
Est-ce que dans le cas d'ING Direct, il y avait un besoin ou pas? Et si oui, comment il a été traité et dans l'absolu, quoi? Alors, dans un premier temps, il n'y a pas eu ce besoin chez ING. Le seul besoin, c'est pour l'instant de créer une coquille native pour que l'application soit disponible sur les stores. Mais on n'a pas eu de besoin d'interagir avec, par exemple, l'appareil photo ou tout ce qui va être la géolocalisation. Donc on n'a pas eu besoin de traiter ce problème. Après, pour répondre à votre question, pour traiter ça, on aurait potentiellement utilisé du PhoneGap. C'est justement à ça que ça sert, mais on n'a pas eu besoin. Il y a des features où on va avoir besoin d'interagir avec les fonctionnalités natives du device. C'était dans le périmètre des analyses. Un des points qui m'importait, moi, c'était si on fait du natif, est-ce qu'on peut avoir une communication bidirectionnelle entre le natif et le HTML? On a fait des petits POC très très simples pour vérifier qu'on arrivait bien à jouer en local du natif et qu'on arrivait bien à injecter tout ça dans le DOM et que ça marchait correctement. Bon, je peux pas vous dire que ça fonctionne, c'est magique. Des petits tests qu'on a fait, on se dit qu'il y a opportunité A et c'est possible. Voilà. Et avec les nouvelles API HTML5, par exemple, je pense à WebRTC, on aurait pu très bien utiliser la caméra sans avoir besoin de surcouches entre les deux. Avec du développement HTML, c'était tout à fait possible. À Bugland près. Et support. Et par contre, un point intéressant qu'on a brièvement esquissé, c'est le fonctionnement offline. Ça, par contre, il y avait un besoin vraiment qu'on souhaitait adresser, parce qu'on voulait déjà optimiser au maximum l'expérience utilisateur, donc que l'utilisateur n'ait même pas besoin, quand il lance l'application, de se connecter une première fois pour récupérer les ressources principales, ou au moins vérifier que les ressources principales n'ont pas été mises à jour. Ça, avec HTML5, il y a des outils qui permettent de le faire. C'est le manifeste HTML5, il y a le local storage qui permet aussi de stocker des données. On a voulu le mettre en place, cet outil-là, par contre. C'est du pur web. Donc là, il n'y a pas de PhoneGap ou de coquille native. C'est aussi un des avantages de ces techniques. Malheureusement, au bout d'une dizaine de jours de tests et en testant sur vraiment de nombreux terminaux, on s'est aperçu qu'il y avait trop de bugs, en fait. Le support n'était pas assez consistant entre tous les devices. Et en plus, le risque, s'il y avait un bug sur la mise à jour des données stockées localement, c'était d'avoir une désynchronisation entre l'application web de l'utilisateur et en fait la version qui est prévue côté serveur. D'avoir vraiment impossibilité pour ING Direct de mettre à jour l'application web sur le navigateur du client. Donc à cause de Bug Village et des différences de support des navigateurs, on a malheureusement dû battre en retraite face à ça. C'était très bien supporté sur, on va dire, 80% des navigateurs, notamment l'iPhone, par exemple, Safari Mobile qui supportait très bien, Chrome aussi qui se comportait très bien, mais il y avait quelques bugs sur certaines configurations qui nous ont fait déscoper. En fait, on a enlevé cette fonctionnalité du périmètre. Peut-être qu'elle reviendra un jour, peut-être qu'elle sera plus fiable ou plus facile à mettre en œuvre, peut-être, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on a encore des questions? Du coup, si vous n'avez plus de questions, on peut peut-être, après pour des questions annexes, on peut se retrouver au café. Je vous invite justement à vous rendre au buffet. Merci. Merci beaucoup.